C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 13e épisode du balado Une invention sans avenir, le podcast cinéma qui cancel tout et bien plus encore. Tout. On cancel tout sauf bien sûr vos chroniqueurs et chroniqueuses préférés. Ils et elles sont 4 aujourd'hui autour de la table, à commencer par celui qui tape sur tout et bien plus encore, les fachos dans des chroniques acérées qu'on aime beaucoup, la batterie dans des concerts endiablés. Ah, je me demande bien qui c'est. Ouais, je voudrais pas t'attirer dans le nid, je vais pas dire que tu tapes aussi sur les fachos qui s'inviteraient dans tes concerts. Ah où tu joues de la non, batterie, je mais suis hyper pacifique, moi, t'inquiète. Raph est avec nous. Salut Raph. Ça va. Salut tout le monde. Ben oui, comment ça va Raph? Bah super bien, écoute. Il se passe plein de trucs en ce moment là pour moi. Je sors d'une réunion pro où il y avait même pas de café. Je vais être exécrable aujourd'hui, je vous préviens. Raph sans café, on va voir ce que ça donne. Avec nous également celle qui classe tout et bien plus encore. C'est vrai qu'en bonne philosophe, elle fait souvent des listes dans l'émission. On s'en est rendu compte, des typologies. Et puis en général, pour qu'on comprenne tout bien à la fin, elle convoque out of nowhere soit un philosophe, soit un poulpe. C'est Alice. Salut Alice. Salut tout le monde. Je me suis fait violence cette fois-ci. Pas de liste, pas de classification. Mais j'ai un philosophe quand même. Ultra Ah, il inédit. y a un Est-ce qu'il y a un poulpe aussi ou pas? Pas de poulpe, non, c'est une chronique très sage. C'est beau. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu convoques un peu les philosophes comme on appelle un Pokémon, tu vois, un peu, on sait pas qui va sortir et hop, est-ce que ça va être Schopenhauer ou Platon, bref, on verra. C'est les philomones. Ouais. C'est complètement ça. Notre troisième chroniqueur, lui, son truc, c'est qu'il politise tout et bien plus encore. Arrêtez de tout politiser, c'est le titre ironique, bien sûr, d'une des séries que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube Kaléidoscope. Arcanie est avec nous, salut. Bonjour ou bonsoir, selon quand vous écoutez cet épisode. Ben oui, c'est ça, le balado, on écoute ça quand on veut. Comment ça va, Arcanie? J'ai passé la nuit à être un festin à moustiques, donc je suis, comme Raph, très énervé. Ok, bon, on va essayer de voir ce qu'on fait avec tout cet énervement. Peut-être que notre quatrième invité va nous calmer ou pas, on verra. Elle, son truc, c'est qu'elle regarde tout et bien plus encore. Spécialiste des visionnages What the Fuck et autres bons gros nanars de la chaîne Welcome to Primetime Bitch. Mylène est avec nous, salut. Salut. Et tu t'es pas trompé dans le nom de ma chaîne. Tu n'as pas non plus pris un temps pour souffler. En général, les On gens sent que ça prennent... t'arrive souvent. Ouais. Ah, parce qu'il faut pas faire un arrêt Welcome to Primetime Bitch. Ça, c'est pas Ah bon, ouais, ça. faut l'interpréter un peu quand même. Ok, Et il y a ok. un truc. Hey, bienvenue Mylène, ça fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation, ça fait trop plaisir. T'as posté il y a quelques jours sur Twitter une image de Denver, le dernier dinosaure, ce qui fait de toi officiellement ma chroniqueuse préférée de l'année. Ah, merci, c'est la vie, Denver. Mais oui, et puis bon, t'as été mon prétexte aussi pour faire cette intro et bien plus encore. Voilà, merci à toi. Avec plaisir. Putain, on croyait qu'il l'avait abandonné son gimmick, il est revenu avec une force là. À la charge aujourd'hui. Ah ouais. Tu chasses le dino, il revient au balado, hein. C'est ça. Oh. Nouveau slogan pour une invention sans avenir. C'est bon. 13e épisode aujourd'hui, notre 12e, vous vous en souvenez, j'espère, était consacré à la cinéphilie. C'était une sorte d'introspection violente. N'est-ce pas, Raph? C'était violent. Ah bah, c'était pas mal, ouais. Non, et franchement, Ouais. les gens, ils ont été globalement d'accord avec nous. Hein. Ouais, et même pas trop vexé, c'était surprenant. Non. Ben oui. C'est peut-être parce qu'on s'est un peu critiqué nous-mêmes aussi. Ouais, un peu d'honnêteté dans ce podcast. Ouais, c'est ça, on pensait se faire des ennemis, puis on s'est fait beaucoup d'amis. Merci à tous et à toutes de nous suivre de plus en plus nombreux. Je vous rappelle qu'on est présent, donc évidemment, sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, @sansavenir_pod. Suivez-nous, voilà, tout simplement. Ouais, c'est juste ça. Aujourd'hui, dernier épisode de la saison avant des vacances bien méritées, si vous voulez mon avis. Moi, je suis crevé. Et on s'est choisi un thème de circonstance. Ça va être tranquille, ça va être feel good, ça va être chill. Raph, de quoi on parle aujourd'hui? Bah, on va parler, comme on a une partie de l'équipe à Lyon, on va parler des pralines, et pas n'importe lesquelles, les cucules à pralines. On va parler de ces films
qu'on aime bien et en même temps on n'arrive pas à pas se dire genre c'est quand même un peu niais cette histoire, mais en même temps ça nous réchauffe le cœur, on est content. Alors de la rom-com, du cucu, du kem, de tout ce que vous voulez, on va parler de ça aujourd'hui ensemble. C'est Alice qui avait proposé ce thème et franchement c'est l'épisode où d'un coup on a senti que tout le monde était chaud pour faire ça quoi. C'est vrai, et c'était aussi le thème parfait pour inviter enfin Mylène dans l'émission. T'es d'accord, choix de casting Mylène pour ce thème Ah mais moi je suis très très contente de parler de rom-com. Autant que les films d'horreur, j'aime la rom-com, les paillettes, donc ça me va très bien. La queen des paillettes, on ne pouvait pas rater cette invitation. Ouais, on s'est dit que voilà, ça va annoncer un peu les vacances. Nous, on avait besoin aussi de trucs un peu sympas. Voilà, il va y avoir du mièvre, du cucu, des paillettes, une petite larme au coin des yeux, peut-être. Garder les mouchoirs pas très loin. Bref, on va commencer, pour se déculpabiliser un peu, peut-être, pour se dire que ça ne nous concerne pas, nous, de pleurer devant les films. Non. On va commencer loin avec toi, Raph. Tu vas nous parler de cucu et du Japon. Et ouais, exactement, parce qu'il y a un pays dont le cinéma et les productions culturelles de manière générale sont souvent qualifiés de niaise, justement, ou de cucu, c'est le cinéma japonais. Vous vous rappelez peut-être de ce fameux mot valise de japoniaiserie qui tournait à un moment sur Internet. Est-ce que vous savez d'ailleurs qui a inventé ce terme ? Moi, je me souviens de Ségolène Royal qui avait une intervention mythique sur un plateau. Elle montrait vraiment sa méconnaissance du Japon, mais je sais pas si c'est elle qui a inventé le terme. Ouais, c'est pas, ça va peut-être te parler, Robin. En fait, le terme, il existe depuis hyper longtemps. C'est l'écrivain Champfleury qui en est le créateur. C'était en 1872, donc ça fait un siècle et demi qu'on parle de japoniaiserie. Bon, à l'époque, c'était en réaction à l'orientalisme dans la littérature française, et notamment dans la deuxième moitié du 19e, où tout le monde était un peu en adoration béate devant tout ce qui touche à la culture japonaise, sans vraiment recul critique. Et du coup, lui, il invente ce terme pour dire arrêtez de vous branler la nouille sur le Japon, vous y connaissez rien, c'est juste parce que c'est oriental, quoi. J'aurais imaginé Éric Zemmour, tu vois, sortir ça parce qu'il avait détesté le club. Il considère que le Club Dorothée est un des plus grands épisodes d'acculturation justement en France, parce que notamment il y a l'importation d'animés japonais. C'est un peu ce truc dont parlait Alice, parce que le moment le plus connu en France, c'est justement à la fin des années 80, le scandale des japoniaiseries à la télé avec le Club Dorothée. Et c'est vrai que Ségolène Royal, elle était un peu militante à ce moment-là. De droite. Ouais, on peut dire ça, ouais. Maintenant, il paraît qu'elle est devenue cool et de gauche, je sais pas, donc peut-être... Ouais, c'est vrai. Si tu nous écoutes, Ségo, fais ton coming out officiellement. Continue. Bref, en tout cas, en 89, elle publie un livre, Le ras-le-bol des bébés zappeurs, et à ce moment-là, elle s'engage contre notamment le Club Dorothée et un certain nombre de productions culturelles étrangères et notamment japonaises à la télé. Et notamment, ces émissions où elle dit les séries japonaises c'est nul, c'est médiocre et tout ça. Enfin vraiment, elle est très très dure. À l'époque, elle n'est pas la seule, quand même. Le président du CSA de l'époque, lui, a officiellement repris le terme de japoniaiserie pour parler de Goldorak et tout ça. Il y avait aussi, j'ai trouvé Philippe de Villiers, qui était ministre de la Culture à la fin des années 80. Et qui, il y a des interventions, je suis tombé sur une vidéo, il dit demain, si on veut pas avoir à la télé uniquement des dessins animés étrangers, il va falloir relancer la production française et tout ça. Donc ouais, voilà, il y a un bon... Et puis bon, récemment encore, on avait des débats sur est-ce que le pass culture va servir à acheter des mangas. Donc on n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti. Mais voilà, en tout cas, je me suis intéressé à cette idée que pourquoi le Japon est associé à la niaiserie. Alors, premier constat, la critique principale à l'époque, c'est pas tellement la niaiserie, c'est la violence. Chez Royal, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire, elle pointe du doigt le fait que les diffuseurs français sont responsables de montrer trop de violence aux jeunes enfants, comme elle le dit dans les premières lignes de son livre. Vous avez massacré Gros Nounours, égorgé la Belle au bois dormant, je vous accuse de tuer tous les jours le rêve et la tendresse, la générosité, la gratuité et le plaisir. Donc, voilà. Ça colle aussi avec des clichés qu'on a encore sur la culture japonaise, au fait, qu'elle serait plus extrême que la nôtre dans certains aspects, plus perméable à des choses immorales, à de la violence, à des pratiques sexuelles cheloues, ou même à la pédophilie, le fameux cliché de fantasme de l'écolière, comme si chez nous, on n'avait pas de sexualisation du tout des petites filles, tu vois. Bref, en tout cas, souvent, on explique ça par des généralisations racistes, en disant, voilà, ils ont besoin de décompresser parce qu'ils travaillent beaucoup, alors du coup, c'est normal qu'ils regardent du porno vraiment hardcore. Bon, ouais. Déjà, à l'époque, en tout cas, 89, c'est un cliché raciste qui existe. Mais, deuxième constat, à côté de ça, il y a aussi le cliché inverse.
celle d'une culture qui est à la fois plus extrême et plus niaise. Et c'est pas mes étudiants fans des musiques de Joe Hisaishi qui vont me démentir. Il y a toujours un petit côté bonbon dans certaines choses qu'on aime du Japon. D'ailleurs, je voulais vous demander, vous, c'est quoi vos clichés sur le Japon cucu? Je sais pas, par exemple, les hommes, les héros qui sont assez sensibles ou qui ont souvent des traits assez fins. Il y a une espèce d'idéal masculin physique qui est un peu cucu, c'est-à-dire qui serait moins viriliste, par exemple. Dans les animés, il y a vachement ça, par exemple. Ouais, ou dans le jeu vidéo. Je sais pas, Final Fantasy, par exemple. C'est clair. Zemmour, il va pas aimer ça. Il y a les coiffures aussi. Les coiffures, les mecs, ils sont toujours coiffés avec des trucs extravagants. Après, cucu, ça veut pas forcément dire efféminé. Hein. Non, mais on parle de clichés. Pas que ça. Ouais. Il y a une infantilisation des personnages féminins aussi dans les traits, l'attitude, mais la façon de parler aussi, les réactions, où ça va tout de suite être oh, l'imitation. En tout cas, en rassemblant un peu les clichés sur le Japon, et notamment sur le cinéma japonais, j'avais l'idée que c'était un mix un peu paradoxal. D'un côté, on les accuse d'avoir une culture infantile, et en même temps, on les accuse d'être un peu comme des enfants qui grandissent trop vite pour aller vers des contenus trop adultes, trop hardcore, etc. Donc, ouais, bref, il y a cette ambiguïté. Et puis, j'en suis venu à un troisième constat, c'est que ces clichés, en fait, ils sont pas propres aux dessins animés. On les résume souvent aux mangas, aux animés, mais en fait, ils s'appliquent aussi aux films d'auteur, aux films de patrimoine. Sauf que, évidemment, il y a une grosse dose de fantasme là-dedans, et je vais vous proposer quelques clichés, justement, qui seraient censés se retrouver dans le cinéma japonais, et qui le tireraient vers le cucu. Je les prends un par un. Je vais commencer par un cliché que vous avez peut-être rencontré, celui les cerisiers. Les cerisiers en fleurs. Ah oui. Passage obligé de tous les blogs de fans du Japon, et c'est vrai de pas mal de films, notamment les films qui jouent avec le côté carte postale du Japon. Ça peut être le cas des Délices de Tokyo de Naomi Kawase, de Vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa, ou encore de films qui mentionnent explicitement ça dans leur titre, comme Sous les cerisiers en fleurs de Shinoda, qui est étonnamment un film fantastique, qui retourne le cliché justement pour trouver des choses un peu horribles là-dedans. Et c'est évidemment le cas d'un grand cinéaste japonais classique, c'est Ozu. Où il y a souvent cette fleur de cerisier qui vient matérialiser le peu de temps qui reste à des personnes souvent âgées, parce que c'est un arbre qui fleurit qu'une fois dans l'année, pendant pas longtemps, et donc c'est l'impermanence des choses, tout ça. Alors c'est vrai que c'est un symbole qui est assez installé au Japon. Un symbole philosophique, mais aussi du coup aussi un symbole politique. C'est été utilisé par exemple pour des cérémonies militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, où on brandissait les fleurs de cerisier, et même pour nommer certains bataillons de kamikazes en référence à ces fleurs. Et on voit aujourd'hui dans certains des journaux de kamikazes qui sont publiés que on a des gens qui font explicitement de la poésie la veille d'un raid où ils vont aller se sacrifier en plantant leur avion sur une armée ennemie, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément les Japonais qui pensent différemment, et on dirait voilà le cerisier symbolise leur âme très spéciale et tout ça. C'est aussi qu'on leur a pas mal imposé cette manière de penser dans des moments critiques de l'histoire, pour imposer l'idée derrière que la vie individuelle, c'est comme la fleur de cerisier, elle vaut rien, et donc nourrir leur capacité à se sacrifier pour la nation. Plus généralement, je me dis, en regardant ça de loin, nous aussi on a des végétaux emblématiques. Bah oui. La rose, les épines qui symbolisent la beauté qui est en même temps dangereuse, toutes les fleurs de manière générale, hein. C'est pas les fans de littérature classique qui vont me démentir. et puis, bah, je sais pas, ne serait-ce que les sapins de Noël. Est-ce que les Japonais, quand ils voient un film américain, ils se disent « Bon, c'est pas mal comme film, mais bon, ils sont cucu avec leur arbre décoré dans leur maison, là, c'est débile. » Ah, peut-être qu'ils se disent ça, puis ils ont pas tort, vraiment. Peut-être, ouais. Bon, voilà. Deuxième cliché, la poésie. Ça va un peu avec les cerisiers et avec les fleurs de manière générale. Mais il y a l'idée, des fois, que ce serait un peuple plus poétique dans son essence que le nôtre. En général, ça va avec le fait qu'on est très fiers d'étaler notre culture et de dire que nous, on connaît les haïkus et que on sait comment c'est la poésie au Japon. Dédicace à Christophe Castaner. Voilà. Qui va pouvoir retourner écrire des haïkus maintenant qu'il a perdu aux législatives. Puisque oui, Christophe Castaner a un compte Instagram où il écrit des haïkus. Allez le voir, je vous jure, ça vaut le coup. Vous abonnez pas quand même, ça va l'encourager. Juste allez regarder. Le cliché de la poésie neuneu dans les films japonais, ça va souvent avec les titres. Si on prend quelques titres classiques de là-bas, alors on a le film d'Ozu qui s'appelle Les herbes flottantes, chez Mizoguchi, Conte des chrysanthèmes tardifs, Conte de la lune vague après la pluie, des choses comme ça. On a des titres qui spontanément, on se dit ça sonne bien japonais, ce mélange de mystère un peu poétique et de référence à des fleurs.
Alors bon, déjà, il y a des bails de traduction, évidemment. Hein. En japonais, les films de Mizoguchi, c'est pas conte, c'est juste histoire. Donc c'est vachement plus banal. Mais comme ça vient d'Orient, on traduit par conte parce que, les mille et une nuits, je sais pas quoi, c'est pareil, machin. Et puis, moi, j'ai envie de vous poser la question. Et chez nous, alors ? Est-ce que, sans déconner, on n'a pas des films qui s'appelleraient, par exemple, Je vais bien, ne t'en fais pas. Je pensais à ce titre. Un beau soleil intérieur. Je pensais à ce titre. Autant en emporte le vent. Bah ouais, non mais voilà, tu vois, si on cherche des trucs cucu en référence à des éléments naturels, franchement, il y en a plein. Hein. Ouais. Ou alors des fleurs. Si vous vouliez des fleurs, allez, Oui, le des dahlia fleurs. noir. Oh, c'est mystérieux, le dahlia, mais en même temps, il est noir. Tu vois. Bon, Magnolia. Et la littérature. Fanfan la tulipe, la dame aux camélias, les fleurs du mal. Allez, c'est bon, la culture occidentale, c'est tellement cucu, quoi. C'est vrai. La rose pourpre du Caire. Et tous les films d'Éric Rohmer avec des contes de je sais pas quoi. Ouais. Mais oui, voilà, il y en a pas mal. Il a pas fait un film qui s'appelle Le genou de Claire ou un truc comme ça? C'est C'est vrai. très haïku, ça. Hein. Ah oui, mettre Le des noms genou de de Claire. C'est ça. mettre des noms de femmes dans les titres de films, très cucu aussi, ça. Bon, avant de projeter des clichés sur les autres cultures balayées devant votre porte, hein, C'est ça. ça c'est pour les blancs qui nous écoutent. Alors, le troisième truc un peu cucu romantique, c'est évidemment seppuku. Oui. Le fait de se donner la mort par le sabre. Ça, on aime bien seppuku parce que ça donne l'idée que c'est un peuple d'honneur, que leur existence individuelle à eux, elle n'a pas la même valeur que la nôtre, quoi. Eux, ils sont prêts à se sacrifier pour un oui, pour un non. Ça va avec une structure narrative qu'on retrouve souvent dans le cinéma japonais, c'est le double suicide. Quand des amants peuvent pas être ensemble pour une raison X ou Y, ils se donnent la mort en même temps. Et donc, déjà dans les titres des films, dans les années 60, c'est fou le nombre de films japonais qui ont double suicide dans leurs titres. Ah ouais. Ouais, vous irez regarder ça, c'est assez fou. Bon, alors déjà le suicide en soi c'est un thème qui est tout aussi présent chez nous, hein, bien sûr. Soit parfois comme ça, comme un thème qui arrive à un moment dans un film, Citizen Kane, tout ça. Soit de manière assez centrale, toute la modernité cinématographique, elle se base sur Allemagne année zéro de Rossellini, qui est un film qui ne parle que de ça. Et puis, j'ai envie de dire, même si le suicide vient résoudre un amour impossible, est-ce que c'est pas un peu le principe de toutes les tragédies grecques et des énormes classiques de la littérature qui ont inspiré 100% des histoires occidentales, genre Roméo et Juliette, tout ça. Oui. Alors bon, désolé, c'est pas parce qu'on fait ça avec du poison plutôt qu'avec un katana qu'on a l'air plus intelligent. Donc, certes, c'est neuneux peut-être de se suicider par amour, mais on le fait aussi. Évidemment, quand on va avec les sabres, tout ça, il y a les fameux peuples entre tradition et modernité, un peuple qui aurait un rapport au passé vraiment très spécial, à l'histoire, aux ancêtres, tout ça. Bon. On peut mettre un peu ce qu'on veut derrière cette formule, hein, les kimonos, la cérémonie du thé, les films de samouraï, tout ce qu'on veut. Bon, voilà. Ça, c'est entre tradition et modernité. Alors ça, c'est marrant parce que c'est un cliché hyper ancien. Et en cherchant des infos, j'ai trouvé une étude sociologique de 65, commandée par l'UNESCO, sur la vision du cinéma japonais par le public français. Et déjà, dans les grands thèmes retenus par l'auteur, il y a entre tradition et modernité. et la première phrase du paragraphe, c'est « Le public français montre une préférence très nette pour les reconstitutions historiques ». Et rien que cette première phrase, elle est magique parce que ça veut dire que c'est déjà un biais de penser que les Japonais font plus de films historiques. C'est juste que nous, on préfère les films japonais historiques. C'est juste qu'ils collent mieux avec nos attentes et donc ils sont plus diffusés et plus exportés. Et c'est hyper drôle parce que justement cette étude elle date de 65 et c'est pile au moment où on a le nouveau cinéma japonais qui arrive avec un peu comme la nouvelle vague chez nous des thèmes beaucoup plus actuels sur la jeunesse, sur le social et tout ça. Et en fait l'auteur il raconte que tous ces films ils sont reçus avec étonnement par le public français qui avait l'impression que le Japon c'était des films de samouraï quoi. Donc voilà. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas vrai le rapport à la tradition chez les Japonais. Je suis pas japonais, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un cercle vicieux. Nous, on aime bien ça, et donc on va le survaloriser dans les productions qui nous viennent de là-bas. Et puis allez, je vous en propose un dernier que j'avais trouvé quand même, c'est la lenteur. Le cinéma japonais, tout le monde vous le dira, c'est un cinéma qui est lent, parce que ils prennent le temps là-bas, ils ont pas le même rythme de vie que nous, ils sont connectés à l'âme de la montagne et de la nature et je sais pas quoi. Bon. C'est vrai qu'il y a quelques grands cinéastes japonais importants dans l'histoire qui ont proposé un certain cinéma épuré et lent. Mais en fait, pas tant que ça. C'est surtout un seul, et c'est surtout Ozu, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, plus récemment, on pourrait parler de Koreeda, qui est un peu dans ce style-là aussi, mais pour les autres, en fait, c'est pas forcément un trait très distinctif. On peut penser à certains films d'Akira Kurosawa qui sont lents, mais à côté de ça, il fait des choses très nerveuses aussi.
On peut passer à la fin de carrière de Kiyoshi Kurosawa actuellement, qui sort des films plutôt lents, alors que bon, bah voilà, pareil, ça, son début de carrière, c'est beaucoup plus expressif et nerveux. C'est un cliché qu'on a aussi parce qu'on réduit tout un cinéma à un cinéaste emblématique qui a été très diffusé à une certaine époque. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'on a un petit racisme anti-asiatique aussi, on va pas se mentir, et qu'on englobe dans cette esthétique de la lenteur plein de cinéastes qui sont pas du tout japonais, comme Wong Kar-wai ou Hong Sang-soo en Corée, par exemple. Mais bon, vous comprenez, c'est pas très loin, c'est l'Asie, quoi, voilà. Et puis, il y a un essentialisme aussi de manière plus profonde. C'est pour ça que je citais Koreeda tout à l'heure. Hirosaku Koreeda, c'est quelqu'un qui est connu pour ses drames familiaux. On a un peu l'équivalent chez nous avec quelqu'un comme Desplechin, par exemple. Sauf que quand on voit un film de Desplechin, on se dit, bah, c'est le style de Desplechin de faire des drames familiaux. Et quand on voit un film de Koreeda, on fait « Ah là là, c'est vraiment le reflet de l'âme japonaise quand même. » C'est pas l'âme roubaisienne de Desplechin. Non, voilà. Donc voilà. Finalement, j'ai fait un vrai exercice d'essayer de prendre les clichés niais ou cucu du cinéma japonais, et en fait à chaque fois je trouve des équivalents, quoi. C'est ça le résultat aussi un petit peu de cette investigation. Du coup, ce que je vous propose, c'est plusieurs choses. Déjà, arrêtez d'être raciste. Ensuite, ok, d'accord. Putain, j'y avais pas pensé. Ensuite, arrêtez de penser que le cucu c'est seulement pour les enfants et c'est seulement dans les dessins animés. Parce qu'en vrai, quand on regarde, on en trouve beaucoup aussi dans des films très sérieux et dans toutes les cultures, pas plus là-bas qu'ici. Même le cucu, ça peut être un truc qui vient agrémenter des sujets très graves, qui vient accentuer un thème important ou au contraire atténuer la gravité du récit. Et puis, dernière chose, se poser la question, pourquoi est-ce qu'on aime voir des films d'une culture lointaine qu'on connaît pas bien? Parce qu'il y a ça avec le Japon quand même, il y a une espèce de fascination qui est pas vraiment consciente avec ces films-là. Alors, on peut être attentif à pas avoir trop de clichés, mais est-ce qu'au fond, est-ce que ce qui nous attire en premier lieu, c'est pas toujours un peu des clichés? Est-ce que si on a eu les uns et les autres envie de découvrir du cinéma japonais, plutôt que, je sais pas, chinois, algérien, indien, c'est pas aussi parce qu'on a cette idée reçue qui colle avec notre envie de romantisme, d'exotisme, et que comme on a du mal à l'assumer totalement, eh ben, on le présente comme une manière de s'intéresser à une autre culture. Voilà, le cucu, c'est toujours plus facile à accepter chez les autres. C'est ça que je me suis dit en réfléchissant à ça. On aime ces films parce qu'ils nous disent que le romantisme, c'est un truc daté qui vient d'ailleurs. Alors qu'en fait, on en a tout autant chez nous. Ouais. Prends ça, Marguerite Duras. Oh ouais. Et en plus, elle a même un nom de fleur, elle. Ouais, quand même. Oui. Ouais, voilà. Ah, donc... C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait penser à, je sais pas si vous avez vu la série Westworld, ouais. Où en fait, voilà, la première saison, c'est comme un genre de, allez, mettons, de parc d'attractions sous thème du western. Et dans la deuxième saison, on découvre qu'il y a un autre parc d'attractions dont le thème, c'est le Japon médiéval. Et en fait, oui, c'est intéressant de découvrir dans la deuxième saison que tous ces clichés, il y a tous ceux que tu as donné, Raph, il y a les fleurs de cerisier, la lenteur et blablabla. En fait, l'équivalent dans le cinéma et la culture nord-américaine, c'est le western, sauf qu'on nous le donne avant, donc il est plus facile de se rendre compte de la distance qu'on peut avoir avec les clichés japonais dans cette série. Ce qui est assez malin, j'ai trouvé, vrai. en tout cas. Et ouais. Ah mais voilà. Bon je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous vos réactions. C'est les gens qui connaissent bien le Japon aussi pourront peut-être nous apporter des infos. Moi, je ne parle que de clichés, pas de réalité. C'est vrai. Mais voilà. Ce qui est drôle, c'est de voir aussi comment aux États-Unis, par exemple, ils vont percevoir les films français. Donc c'est toujours du noir et blanc, des gens tristes qui fument devant la Tour Eiffel. Bah voilà. Et c'est vraiment des gags qui reviennent sans arrêt, quoi. Je crois que c'est dans Crazy Ex-Girlfriend où elle reprend justement, elle chante toute déprimée et elle dit je suis Garbage et c'est tout en noir et blanc, ça fait très nouvelle vague et tout, et je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est ça, la parodie, ça fait du bien aussi des fois pour se rendre compte de nos Mais oui, mais voyez ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Emily in Paris, quoi. Tout le monde a fait genre oh là là, ces Américains, ils ont vraiment des clichés sur nous. Genre nous, on n'en a pas sur eux, tu vois. Sur eux et sur d'autres. De gueule, ouais, c'est ça, sur tout le monde à peu près. Bon, je lâche ça là et on peut passer à la suite, bien sûr, parce que Robin, il s'est fait à l'idée de nous proposer des chroniques et on aime bien ça. Alors du coup, toi, t'avais un petit
un petit récit, une petite anecdote aussi à nous partager à propos de films cucu. Oui, puis c'est intéressant parce que en fait, on se rapproche de plus en plus géographiquement de nous. Tu as parlé du Japon. Nous, on va aller au Royaume-Uni. Ça fait qu'après, on va peut-être pouvoir se poser la question de c'est quoi nos cucu, nos plaisirs cucu à nous, vraiment. Ouais, je vais vous parler de la série cucu, mièvre, gnangnan, tout ce que vous voulez, emblématique de ces 2 dernières années et des prochaines, hein, puisqu'elle est en production. Je parle bien sûr de Bridgerton, la chronique des Bridgerton en français. Un petit sondage dans la salle, est-ce que vous l'avez vu? Non. Eh ben non. Oui. Non. Mais je vois ce que je vous c'est. raconte alors. Ouais, voyez un peu. Totalement en dehors de la hype. Mais, ma chronique est un peu pas mal sur ça, vous allez voir. En un mot, je résume, hein, si vous l'avez manqué. Donc, Bridgerton, une série produite par Shonda Rhimes avec sa société Shondaland, qui est connue pour Grey's Anatomy notamment, d'après une série de romans d'amour, genre vraiment roman à l'eau de rose, limite érotique, écrit par Julia Quinn. Il y a 2 saisons actuellement, dont la première est sortie sur Netflix. Je vous le donne en mille. Le 25 décembre 2020, c'est-à-dire donc le jour de Noël, hein, c'est quand même très connoté, le téléfilm de Noël, la série des fêtes, tout ça. Et c'était aussi en plein milieu du confinement d'un grand nombre de pays dans le monde. Donc il y avait beaucoup de gens sur Netflix devant leur ordi à ce moment-là. Ils ont vraiment assuré le coup, quoi. Ouais, c'est ça. C'était pensé, quoi. C'est une série un peu cucu, donc on se ment pas, qui se passe pendant la Régence au Royaume-Uni, c'est les années 1810, c'est-à-dire une période historique qui est très très faste pour l'aristocratie. Il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup de temps libre, en gros, donc on s'enjaille. Précisément, ça se déroule pendant la saison, c'est-à-dire le moment de l'année où la mondanité est à son apogée. C'est le moment où on fait des grands bals, où on fait des promenades, où on fait des salons mondains et où il faut marier les enfants d'aristos entre eux pour perpétuer les lignées, transmettre son titre de noblesse et faire circuler les capitaux sous forme de dot et d'héritage, mais seulement entre nous, quoi. C'est donc une série qui coche quand même pas mal les cases de l'émission d'aujourd'hui. Une série d'époque avec des jeunes hommes plutôt beaux gosses, des jeunes femmes plutôt pas mal non plus, super bien fringuées dans des châteaux avec des jardins bien entretenus, des banquets géants, des danses, des orchestres de chambre. Il y a aussi de la compétition, il y a des potins, il y a de la romance et on va pas se mentir, il y a un petit peu de cul aussi. Ça rentre dans la recette. Netflix. Voilà. Ouais. Quand j'ai dit à ma copine que j'allais sûrement parler de Bridgerton aujourd'hui dans le podcast, elle m'a dit un truc comme « Ok, mais si t'en parles, ne dis pas que t'as vu la série juste parce que moi, je l'ai regardée. » Bah super, tu l'as trahi à la première seconde. Grave. Mais je l'ai trahi, ouais, mais justement parce que je trouve ça vraiment intéressant. Elle a en fait super raison. Alors donc, je vais pas dire ça. Bah, en fait, si je vais le dire un petit peu, voilà, je vous l'ai révélé déjà. Mais voilà, l'intérêt, c'est justement de dépasser ça. Elle a vraiment raison. C'est là ce qui est intéressant. D'abord parce que, bon, c'est un peu vrai. J'étais sûrement pas le public cible de cette série. Ça ressemble pas vraiment à ce que je regarde habituellement, même de loin. Je regarde pas vraiment de séries historiques. Je regarde pas Downton Abbey, tiens, pour donner un exemple. Et même dans mon souvenir, l'algorithme Netflix m'avait pas vraiment proposé de regarder Bridgerton. Bon là, je cite de mémoire. Ça se trouve, je me trompe parce que moi, je l'ai dit, c'était quand même un gros lancement le jour de Noël, blablabla. Donc, ça se trouve, c'est juste moi qui ai juste pas fait attention à ça. Et en fait, ça va un peu dans le même sens de dire que je suis pas le public cible de cette série. Que ça m'a été proposé ou que j'ai juste pas fait attention, la conclusion est un peu la même. Et ma copine, peut-être qu'elle est un peu plus le public cible parce que elle a vu Grey's Anatomy, par exemple. Donc, c'était dans ses recherches Netflix. Parce que elle aime la haute couture. Donc, une bonne série avec des costumes super chers et super beaux. OK, c'est super. Parce que c'est une meuf aussi, tout simplement. Et que le marketing des grosses séries, il est genré. Et un algorithme comme celui de Netflix, il va cibler des profils qu'il suppose féminins pour proposer des visionnages connotés comme féminins. C'est nul, c'est cliché de le dire ça, mais c'est quand même en partie vrai. Puis il faut le savoir aussi quand on regarde Netflix, évidemment. Donc, la première saison de Bridgerton, je l'ai un peu regardée comme ça, du coin de l'œil. Ok, le mec n'assume pas, quoi. Ça commence comme ça. C'est ça, je faisais style de m'installer dans le salon en faisant autre chose, en regardant mon téléphone, discret.
Tu vois. Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis mis à me dire que c'était pourri, j'assume un peu plus. Sauf que comme j'avais pas trop suivi le début de la saison, évidemment, alors je fais chier ma meuf, je lui ai posé des questions. Tiens, c'est qui tel personnage? Je comprends pas pourquoi lui, machin, ils veulent quoi? Bon. Et donc au milieu de la série, je me suis mis à regarder vraiment parce que la série, elle a plein de défauts et je vais y revenir, mais elle est quand même bien foutue et que ça y est, j'étais happé. J'avais envie fini en de voir la costume suite. d'époque. Je vous raconte pas les roleplays de la maison. J'imagine trop dans le salon, en costume d'époque victorienne, là. Viens boire le En mode, thé. je fais autre chose. C'est ça. Non, mais je relis un truc, là. En train de faire des théories sur qui va se mettre en couple. Donc voilà, ambiance à la maison pendant le confinement en 2020. Et bon, ce que je disais là, c'est un truc assez malin dans cette série, c'est que oui, probablement que je l'aurais pas regardé tout seul. Sauf qu'il y avait suffisamment de trucs intéressants dedans pour que une fois que j'étais devant, même par accident, je reste. Et notamment des trucs un peu politiques. Vous avez peut-être entendu parler du casting, par exemple, de cette série, puisque le principe de la série, c'est que c'est une uchronie. Donc, la reine Charlotte, dans la série, qui a vraiment existé dans l'histoire, elle est jouée dans la série par une actrice noire, Golda Rochevelle, et donc, par amour, le roi George aurait épousé la reine Charlotte en dépit des conventions, comprendre du racisme, ce qui lui aurait permis à son tour d'anoblir des familles noires au sein de l'aristocratie. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a des nobles noirs dans cette série, dont le héros de la saison 1, le duc de Hastings. Et en termes de représentation, c'est quand même une super idée. C'est simple. En plus, l'explication, elle va super bien avec la série parce que c'est un peu cucu. C'est la force de l'amour. Oui, le problème, il est vraiment posé. Mais voilà, ça pose super bien le problème. Et puis, c'est efficace parce que ça bouscule les codes visuels. Ça fait beaucoup de bien en ces temps d'obscurantisme et de racisme généralisé. Donc, super. Bravo. Autre exemple, dès la saison 1, il y a un personnage féminin qui se cherche un peu comme féministe, qui commence à lire des livres. Déjà, c'est pas mal. Oh putain. Des livres politiques, pas des livres justement des heureusement que c'est une uchronie, niaiseux avec hein. des fleurs. Ouais, c'est ça. Donc c'est très léger dans le contexte de l'aristocratie, mais justement, c'est même montré dans la série que son féminisme, il est un peu pérave parce que elle habite dans un grand château et qu'elle a un titre de noblesse et qu'elle connaît rien à la vie en fait, et que donc voilà, c'est intéressant dans la série parce que c'est un peu nuancé, c'est un peu dialectique cette recherche du féminisme quoi. Et en plus, ce personnage qui s'appelle Héloïse, il a été investi pas mal par les fans comme une icône queer. Les internets ont d'abord spéculé sur son homosexualité pour la suite de la série et espèrent désormais sa bisexualité puisque la saison 2 l'a montré un peu amoureuse d'un gars quand même. Donc j'ai l'impression qu'on va être déçus sur ce plan-là si on s'attend à aller très très loin, mais on verra. Oui, et puis Netflix n'est pas du tout connu pour le queerbaiting. C'est un peu frileux quand même, on va voir. Ouais, là, ça a pas l'air de prendre cette piste-là. Hein. Non, je suis pas sûr. Mais, on va suivre, c'est ça le problème, c'est qu'on va suivre pour savoir. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on aime les trucs cucu, c'est que des fois c'est très prévisible aussi, quoi. Voilà. Ouais, puis un peu tu sais conservateur. que ça va pas aller très loin. Bon, voilà. Mais en gros, il y avait du biscuit pour moi, notamment du biscuit politique, quoi, pour que je me sente pas trop coupable de regarder cette série. Et ils sont bons, hein. Ouais, c'est du bon biscuit. Et je remets pas du tout en question les intentions des créateurs et créatrices de la série. Et Shonda Rhimes, la première, je veux dire, le premier exemple que j'ai donné autour de la représentation des personnages noirs, je l'ai dit, je trouve ça génial. C'est un vrai statement politique, c'est fort. Et d'ailleurs, ça a fait râler les fachos sur les internets. Rien que pour ça, ça me va. Je prends. Ouais. Mais je suis sûr que ça a été aussi pensé pour accrocher un public comme moi qui aurait eu envie de se dire en premier lieu que c'est pas pour moi une série romantico-érotique en costume du 19e. Et là, je me sens doublement con. Non seulement parce que de base, c'est un peu con de se dire ce truc est pas pour moi sur la base de clichés comme ça, de genre cinématographique, mais aussi parce que je me rends compte que les scénaristes de la série y ont pensé à ça, à moi qui allais être un peu con en l'écrivant, cette série, et que donc je me suis quand même fait avoir et bien joué, en fait. Parce que j'ai regardé les 2 saisons. Et oui, quand la saison 2 est sortie, en mars 2022, cette fois, j'ai tout regardé avec ma copine. Ouais, j'avais passé le cap, c'est tout. Et la saison 2 est pas si géniale que ça, franchement. Ça reste que c'est pas une série très subtile. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien
pour terminer. Alors attention, c'est un gros spoiler de la saison 1, mais tant pis, j'assume de divulgacher. Sautez une minute ou deux si vous... Voilà. Mais de toute façon, c'est pas non plus des gros enjeux. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Certainement qu'on peut le prévoir dès le début. C'est littéralement mon point. La narratrice de la série, elle s'appelle Lady Whistledown. C'est une autrice anonyme, donc on entend en voix over, qui écrit une gazette de potins pour bitcher sur tout le monde et foutre un peu la merde dans la haute société. Donc ça fait du drama, ça fait un peu rebondir les épisodes, c'est très cool. C'est Gossip Girl. Ça a été vraiment souvent comparé à Gossip Girl. Et il se trouve que, c'est qui Lady Whistledown ? On l'apprend au bout de quelques épisodes. C'est un des personnages secondaires importants de la série, la fille de l'une des deux familles principales du show. Elle s'appelle Penelope Featherington, surnommée Pen. Et donc, je veux dire, on cherche depuis le début une autrice anonyme, et depuis le début, c'est Pen Featherington. Je veux dire, si on traduit, son nom, c'est littéralement Stylo Plumington. Voilà, c'est pas une série subtile. C'est vraiment pas. Et je sais même pas si je dirais que c'est une bonne série. Au fond, c'est pas trop la question. On s'en fout un peu. Ça n'empêche que on l'a pas mal bingé avec ma meuf. Et relativement au fait que la saison 2 est sortie au moment où on venait d'avoir des jumeaux, qu'on avait des nuits très courtes, qu'on se réveillait 3 fois par nuit, on a quand même perdu volontairement beaucoup d'heures de sommeil pour regarder la saison 2 de Bridgerton. Donc voilà. Quelle abnégation. Là, il y a les showrunners qui sont en train de sortir le champagne en t'écoutant. Le champagne, les parents de jumeaux, check. Et pour être tout à fait honnête, puisqu'on en est là, je ne le nierai pas. J'ai même un petit peu pleuré devant la scène de danse de Kate et Anthony sur une version quatuor à cordes de la chanson Wrecking Ball de Miley Cyrus. Oh là là. Je sais que c'est un peu parce que j'aime les reprises de chansons pop. Tu m'as donné envie de regarder, là. Moi aussi, en vrai. Ah oui. Mais sérieusement. Oui. Mais je vous le conseille quand même, mais voilà, j'ai mis plein de réserves. Donc, je sais pas trop si j'ai une conclusion à cette chronique. Je sais pas si je vous conseille Bridgerton. Au fond, j'ai l'impression que je vous en ai quand même donné un peu envie, vous allez voir. C'est bien, mais pas top, comme dit l'expression. Mais peut-être conclure plutôt là-dessus. Regardez des films et des séries avec les gens que vous aimez et pourquoi pas laisser de temps en temps l'algo Netflix des gens que vous aimez décider à votre place de ce que vous allez regarder vous. On est parfois surpris. Ça peut être dangereux, ça. En tout cas, on découvre des choses, quoi. Mais est-ce que tu veux dire, on va découvrir des choses aussi sur les gens qui nous sont proches qu'on veut peut-être pas savoir. Ouais, parce que moi, tu peux tomber sur Parking dans mon algo, donc ça peut être compliqué pour les gens. On est toutes et tous d'accord ici dans ce podcast sur Parking. On est méga fans de Parking. Ouais. D'accord sur le fait que Parking c'est nul, mais c'est génial. Oui. C'est une grande souffrance, mais c'est un peu comme Riverdale, tu vois. C'est des trucs, tu les regardes, tu sais que c'est mauvais pour toi, mais tu continues. Ça me fait penser à True Blood, moi. True Blood, c'est aussi adapté d'une série de romans érotico un peu gnangnan dans le sud. Alors, pas subtil parce que le viking s'appelle Eric Northman, l'homme du Nord, et que chaque saison arrive à être pire que la précédente. C'est encore plus de cul, de violence, de n'importe quoi, mais tu fais, je dois aller au bout de ça. Vous pouvez vraiment classer les séries du plus au moins cucu avec la subtilité des noms propres des personnages. Je pense Stylo Plumington, pardon. Du coup, Harry Potter, tu le mets où? Oh là. Non, du coup, on arrête de cancel des trucs, on va pas parler d'Harry Potter tout de suite. C'est vrai. On est sur l'émission Feel Good, là. Tu parlais de Parking en 2020, pendant la pandémie, justement, avec ma copine, on a regardé donc la saison 1 de Bridgerton et tous les films de Jacques Demy qui venaient aussi de paraître sur Netflix. Ça va super bien ensemble, je conseille. Finissez par Parking et mettez des boules caisses. Ouais, et je vous renvoie à notre épisode 6, je crois, où on avait tous et toutes chanté les chansons de Parking avec Mathieu et Alice. Tout à fait. C'était très cool. Incroyable. Un grand moment. Je suis content d'avoir partagé. On s'ouvre, on se révèle. Ah, ça met le doigt aussi sur des trucs vraiment. Toi, t'as accepté de faire comme ce que disent les macronistes, sortir de ta zone de confort, et finalement, tu t'es retrouvé dans un truc encore plus confortable. C'est magnifique comme raisonnement. C'est une série confortable. Ouais, c'est exactement ça.
Donc bon. Bah ouais, merci d'avoir partagé cette petite anecdote. Ça montre que finalement on est tous en train de glisser lentement vers le coming out. On adore les trucs cucu. Clairement. C'était évidemment le but de l'émission. C'était évidemment le but de l'émission et je pense qu'on va continuer encore un petit cran plus loin peut-être avec Mylène qui va nous parler un peu de son rapport justement à tous ces trucs, à toutes ces paillettes, à toutes ces rom-coms, toutes ces choses qu'on n'assume pas totalement et peut-être que toi tu assumes mieux que les autres, je ne sais pas. Ah oui, totalement. Venez avec moi, on va plonger dans les paillettes et le marshmallow. C'est parti. Parce que en vrai, d'aussi loin que je me souvienne, mes deux genres favoris, c'est l'horreur et les comédies musicales et comédies romantiques. Je les mets dans le même panier. Parce que si c'est niais et ça chante, c'est encore mieux, je pense. Oui. Donc en gros, si vous aimez les comédies romantiques, vous êtes une mièvre personne. Et si vous aimez les films d'horreur, va des rétro satanas et vous faites peur aux gens. En général, on vous jette de l'eau bénite en soirée. Donc c'est l'un ou l'autre. Tu fais des soirées bizarres quand même. Hein. C'est ça, c'est des soirées un peu chelous. Voilà. Et donc oui, je suis très très fan de ces deux genres. Moi personnellement, une soirée parfaite, c'est Scream, Peau d'âne et 10 bonnes raisons de te larguer. Là, je suis heureuse. Oh là Franchement, oh le rêve que ça vend, putain. Un peu de popcorn et c'est parti. Je trouve que les deux sont pas incompatibles et souvent les gens quand ils viennent chez moi et qu'ils découvrent mes bibliothèques de DVD et qu'ils voient donc une grande étagère avec que du rose parce que les comédies romantiques c'est que des Blu-ray roses, hein, bien sûr. C'est vrai. Il y a que deux gammes de couleurs. Blanc rose, blanc rouge. C'est pas le rose ça. Et qu'après ils découvrent les slashers, ils se disent t'aimes les deux ? Oui, c'est possible. Donc vraiment mon amour pour les films, il a commencé avec les comédies romantiques et notamment Peau d'âne parce que voilà, Jacques Demy, c'était incroyable. J'ai plongé corps et âme dans les décors inspirés de La Belle et la Bête de Cocteau et je me suis dit c'est magnifique. En grandissant, je me suis rendu compte que l'histoire était un peu glauque, mais bon, c'était trop tard, j'aimais trop le film, j'ai juste fait mon deuil de l'histoire. Et ensuite, j'ai découvert Dirty Dancing. Et là, c'était trop tard pour moi. Je pense que quand on est enfant et qu'on découvre Dirty Dancing et qu'on l'aime, il y a une passerelle qui se fait. Là, on assume totalement les comédies romantiques à fond. Et ensuite, Johnny, ils sont pas de danse et on veut courir vers son destin comme un cheval sauvage. Ouais, j'ai vu trop de fois le film. Vraiment, trop de fois. Ça décrit assez bien, hein. Franchement, ça décrit assez bien. C'est totalement ça. Et en soi, le film est mal jugé parce que c'est une comédie romantique, mais il est pas si bête que ça. En fait, on suit bébé qui fait partie d'une classe sociale très élevée, qui a un destin tout tracé et qui va finalement choisir de pas du tout choisir ce destin-là, pas choisir la voie qu'elle avait choisie avec son père et d'aller danser avec Johnny. Et franchement, moi, si j'avais eu le choix, j'aurais fait comme elle. J'aurais sauté. Donc je l'aurais suivi. Et voilà, il y a une certaine forme de on n'assume pas ces films-là, je le vois. Moi, j'aime énormément Dirty Dancing. Sur ma chaîne, je parle essentiellement de films d'horreur et de comédies musicales nanardesques. Demain, je vais faire un post sur les comédies romantiques. J'aurai beaucoup moins de gens qui vont me dire « Oh, j'adore aussi par rapport à un film d'horreur ». Parce que il y a un côté plaisir coupable. Et moi, c'est une notion auquel j'adhère pas du tout parce que j'assume tous les films que j'aime. Surtout qu'en plus, les comédies romantiques, c'est quand même un style qui a été très populaire dans les années 80 et notamment par le biais des teen movies à la John Hughes, que ça soit produit par lui ou scénarisé par lui. Par exemple, Breakfast Club, aujourd'hui, c'est un film totalement culte. Si on prend cet exemple-là, là, c'est plus un teen movie. Et là, on l'assume. Pour le coup, on peut l'assumer parce que ça reste un teen movie et peut-être que c'est aussi parce que c'est un film moins récent. Donc il est passé au rang de culte et du coup ça l'a fait un peu mieux de dire j'aime bien Breakfast Club. Et Breakfast Club c'est un super film, il a même inspiré la pochette de Massacre à la tronçonneuse 2, donc l'horreur et la comédie les teen movie. Ouais. La pochette de Massacre à la tronçonneuse 2, c'est Breakfast Club repris avec les personnages du film. T'aurais voulu l'inventer, t'aurais pas eu cette idée quoi. C'est incroyable. À chaque fois que je revois mon vinyle, je me dis ces gens sont des génies. Je suis très fan. J'avoue, ouais. Et voilà, on a eu des films incroyables comme 16 bougies pour Sam, L'amour à l'envers, qui s'appelle aussi La vie à l'envers en français, je sais pas pourquoi il y a deux titres, je sais pas, qui est scénarisé par John Hughes et qui reprend tous les tropes des films d'amour, c'est-à-dire ce jeune adolescent qui va flasher sur la meuf la plus belle du lycée et en fait sa meilleure amie est amoureux de lui mais lui il s'en rend pas compte parce qu'il est trop obsédé à louer une limousine pour la draguer et du coup il se rend pas compte que sa meilleure amie qui est là devant depuis le début en fait elle est amoureuse. Et j'adore ce film parce que c'est simple, c'est doudou, c'est comme les slashers, c'est très codifié, il y a une trame qu'on connaît, on connaît les tropes, on sait comment ça va finir. Parfois il y a quelques surprises mais de manière générale en fait, c'est pas tant la fin qui est importante, c'est vraiment le chemin parcouru par les personnages, leurs relations entre eux, ce qu'ils vont pouvoir s'apporter. Par exemple, dans Un monde pour nous, ce qui est pas important, c'est pas est-ce que John Cusack va finir avec Diane,
Non, c'est en fait ce petit Lloyd qui est un peu rebelle. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à cette fille qui, elle, a fait que réviser pour tous ses cours et faire ses examens. C'est pas vraiment la fin, en fait, qu'il prône. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est s'il va l'emmener en soirée, s'il va la dévergonder, si finalement elle va lâcher un peu ses cahiers, et c'est ce qui nous importe. Donc, du coup, je trouve ça intéressant aussi. Et il y a un côté très sécuritaire dans la comédie romantique, parce que justement, parce que c'est très codifié, c'est ce qui peut donner en fait vraiment le côté doudou, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Ouais. Et on sait que ça ira pas non plus beaucoup plus loin que ce qu'on attend, qu'il y a pas un gros truc qui va nous tomber dessus qu'on n'aurait pas prévu, quoi. C'est ça, totalement. Bon, après, il y a quand même des exceptions. Je sais qu'en 2019, il y a le film Last Christmas qui est sorti sur les écrans. Et moi, c'est un film que j'aime énormément. Et quand il est sorti, bah, d'ailleurs, un très bon exemple d'un film qui a été connoté film de filles et qu'il y a plein de gens qui sont pas allés le voir, notamment des hommes. Je ne pointe personne. Ouais. Et quand Last Christmas est sorti, c'était un film d'amour de Noël. Donc là, ça faisait combo gagnant. J'ai beaucoup de potes qui m'ont dit « Ah, moi, c'est mort, je ne vais pas voir ça au cinéma. » Moi, bien sûr, j'ai dit « Amour, Noël, je suis chaud. » Donc j'y suis allée et il faut savoir que le film est quand même écrit par Emma Thompson. C'est un film qui a été réalisé avec l'accord de George Michael parce qu'au départ il était sur le projet. Et donc Last Christmas c'est pas pour rien puisque toute la BO du film c'est essentiellement que du George Michael, comme si en fait il y avait rien d'autre qui existait comme musique. Je trouve ça incroyable. C'est presque une comédie musicale en fait. Un peu, ouais, parce que vraiment il y a ce côté-là où en fait t'as l'impression qu'il y a que George Michael qui existe comme musique et ça je trouve ça vraiment incroyable. De toute façon la BO est super et faut le dire, dans beaucoup de comédies romantiques cultes, la BO c'est trop cool. 10 bonnes raisons de te larguer, c'est incroyable. Il y a énormément de musique, que ça soit des groupes de meufs comme Letters to Cleo. Il y a aussi beaucoup de références aux Riot Girls dans 10 bonnes raisons de te larguer. Au départ, c'est une adaptation d'une pièce de Shakespeare. C'est une adaptation de La Mégère apprivoisée. Et vraiment, dans le film, en fait, il y a énormément de références féministes parce que le personnage principal, Kat, elle, c'est une fille qui, justement, a eu une expérience d'amour, voilà, une désillusion. Et du coup, elle va totalement se mettre en marge. Elle va devenir une outsideuse. Et elle va commencer à faire de la musique, à écouter des groupes justement de Riot Girl, elle est très girl power. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans ce film parce que ça nous montre des personnages féminins qui changent. Et dans les années 90, on a beaucoup ce côté-là de la rebelle, notamment dans The Craft, donc là qui est plus teen movie, film d'horreur. Mais The Craft, c'est un très bon exemple du film de filles qui là bascule dans l'horreur. Et moi, je trouve que c'est un vrai bon film avec des outsiders qui prennent leur revanche. Et là, c'est encore un produit des années 90. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, là, on a tous ces exemples-là. Il y a aussi Clueless. Clueless, c'est aussi une adaptation. Là, c'est une adaptation d'Emma. Et bon, bah, on reste dans le trip un peu Bridgerton, hein. Bon, pas dans l'adaptation, mais Emma, ça fait très Bridgerton. Et c'est dans ce style-là. Clueless, c'est un peu plus rock quand même, hein. C'est très sympathique. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de film très doudou, très mièvre, et à la fois ça nous montre des représentations de filles qu'on verrait pas forcément autrement. Et les années 90, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance. Autant les années 80, les persos féminins étaient pas vraiment présents. C'était souvent un love goal, il y a pas vraiment eu de grosse représentation. Mais dans les années 90, il y a eu comme ça un basculement où les filles outsiders, elles avaient plus besoin, comme dans Elle est trop bien, d'être modifiées par le mec le plus populaire du lycée pour devenir, pour rentrer dans la case en fait. Ah oui. Mais dans les années 2000, il y a aussi un basculement parce que les comédies romantiques, c'est en fait le reflet des rêves qu'on peut avoir, des aspirations qu'on peut avoir ou des aspirations que les réalisateurs ou les commerciaux pensent qu'on a. Oui. Et donc dans les années 2000, il y a eu aussi toute cette phase avec la fille qui veut devenir rédactrice de mode ou travailler dans la mode ou avoir un super job. Il y a eu comme ça une évolution. Et moi, j'ai voulu devenir styliste, je pense, à cause de 30 ans sinon rien. Hein. Donc bon, ça a fonctionné pour quelques-unes. Hein. Bon, je suis pas devenue styliste, donc ça a peut-être pas autant marché. Mais défini, ça a fonctionné. Ça a dû fonctionner pendant 5 ans. Après, j'ai dû voir un autre film et j'ai changé d'aspiration de métier. Non. Après, tu voulais faire Final Girl. C'est ça. Mais là, toute ma vie, je pense que toute ma vie, j'ai voulu être Final Girl, mais j'ai pas trouvé encore le bon boogeyman. J'ai pas trouvé chaussure à mon pied. C'est encore une histoire d'amour. Mais voilà. Et oui, 30 ans sinon rien, c'est très intéressant sur ça parce que du coup, c'était encore l'époque où les actrices pouvaient jouer dans une rom-com sans qu'on les catalogue et ça pouvait être un gros rôle parce que là, Jennifer Garner, c'est quand même l'un de ses premiers gros rôles dans les films, je précise. Et on a justement son personnage que je trouve hyper attachant.
c'est une espèce de relecture de Big où c'est donc elle à 13 ans, Jenna, qui rêve d'être une fille célèbre, épanouie, comme elle le dit si bien dans le film, et elle va faire un vœu et se retrouver plongée donc dans un corps de 30 ans, et elle est devenue rédactrice en chef de son magazine préféré. Elle danse Thriller comme personne, et sauf que du coup son meilleur ami n'est plus son meilleur ami, et du coup le truc c'est est-ce qu'ils vont finir ensemble? C'est toute la question, parce que là pour le coup il y a un petit twist quand même, il y a un petit twist. Là, on n'est pas sur un chemin tout tracé. Et tout à l'heure, je parlais de twist, et justement, je vais finir sur ce film que j'aime énormément. Donc Last Christmas, que je vous disais tout à l'heure avec les musiques de George Michael. Dans Last Christmas, justement, c'est un film qui a été très marketé, comédie romantique, comme je disais tout à l'heure, mais qui finalement, en fait, pousse le curseur et est le reflet des nouvelles comédies romantiques, je dirais. Parce qu'on a toujours des comédies romantiques qui sont comme dans les années 90, 80, très dans les tropes à fond, dans les codes. Mais justement, Last Christmas essaye un peu de renverser la tendance, c'est-à-dire qu'elle assume totalement d'être justement vendue comme une comédie romantique cliché, comme le nouvel Love Actually. Ça fonctionne très bien. Mais ça part un peu plus loin. Et là, je vais spoiler, je suis vraiment désolée. Donc, si vous l'avez pas vu... On fait ça ici, pas de on s'en fout. Voilà. Zappé. Mais en gros, tout le film tourne autour de Emma Clarke, qui a une vie de débauche, qui arrête pas de passer d'un sofa à un autre, et quand elle se fait loger chez ses potes, elle crame tout, elle pète tout, elle est insupportable, elle revient bourrée. Voilà, elle fait n'importe quoi, et elle est lutin de Noël. Son métier, c'est lutin de Noël. C'est très important. Elle est pas seulement alcoolo, elle est aussi vendeuse de rêves. Voilà. Pour les Bad enfants. Santa version féminine. Et elle passe un casting pour la Reine des Neiges. Hein. Je suis très forte pour pitcher. Et un jour, justement, elle va rencontrer un homme qui va un peu lui faire redécouvrir le monde, la pousser à profiter des petites choses, le tout sur du George Michael. Et très vite, en fait, on va se rendre compte que, et là je spoil, que cet homme est un fantôme. Et qu'en fait c'est la personne qui lui a fait don de son cœur, et que c'est pour ça qu'elle est toujours en vie, et du coup en gros il va lui apprendre à profiter de ce don en fait qu'il lui a fait. Et le film, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà le twist, même si on le sent arriver, moi j'ai commencé à pleurer au tout début du film parce que j'avais senti le twist. Donc les gens dans la salle pensaient que je sortais d'une rupture, pas du tout. J'étais juste en dépression. Parce que je suis allée le voir 2 fois, et la première fois j'ai pleuré encore plus tôt. Donc je pense que les gens n'ont pas compris. Vraiment, c'était incroyable. Et donc ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'en fait oui, il y a un peu de romance. C'est sur un fond de romance, c'est très niais, c'est très Noël, c'est très plein de bons sentiments. Mais finalement, il n'y a pas du tout de tour de magie en mode le mec ressuscite, il revient, elle finit sa vie avec lui, pas du tout. Ah oui. En fait, il va juste elle va faire un parcours initiatique avec lui. Il va lui apprendre en fait à vivre sa vie en post-opération, comment c'est que de vivre avec un nouveau cœur quand on a été malade toute sa vie, comment on peut revivre. Et le but du film en fait, c'est pas de dire elle est heureuse parce qu'elle est en couple ou parce qu'ils se sont mis ensemble, c'est vraiment je t'ai fait un don de moi et vis ta vie comme je l'aurais vécu et profites-en. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, des fans de comédies romantiques, qui ont été déçus en disant moi c'est pas ce que je voulais. Et je trouve que pour moi c'est un film feel good. Vraiment, je le classe dedans. Oui, c'est un peu triste, mais je trouve que ça change la donne et ça prouve qu'on a encore beaucoup à dire dans les comédies romantiques, et ça c'est chouette. Et c'est pas parce que c'est triste que c'est pas feel good. Les Anglais, les Américains, ils disent tearjerker, donc genre vraiment il y a un côté masturbatoire au fait de pleurer parce que ça procure du plaisir quand même de s'épancher un bon gros coup quoi. C'est ça, il y a un côté ça fait du bien en fait quand tu regardes Beignets de tomates vertes, tu fais que pleurer, mais à la fin tu te sens bien, c'est comme une petite heure de cardio, sauf que tu perds pas de poids, tu perds que des larmes. Il faut quand même t'hydrater après les deux, hein. C'est très important. Tu bois une boisson en même temps que le film, tu te fais une petite soda stream et puis voilà, c'est parti. Voilà. Et enfin, je finirai sur une recherche qui a été faite en 2008. Il y a des chercheurs de l'université de Heriot-Watt d'Édimbourg qui ont démontré que les personnes qui regardaient des comédies romantiques avaient des attentes trop utopiques concernant leurs relations. Elles pensent que si leur histoire n'est pas comme dans un film hollywoodien, c'est pas la bonne histoire. Et moi, je vous donnerai ma petite recette du bonheur parce que c'est bien vu, je suis une pro. Regardez un slasher et une comédie romantique, et là, ça va faire la balance. Ce n'est pas un appel au meurtre, hein, par contre, attention. C'est quoi ta relation idéale? Quand j'ai survécu. C'est déjà ça. Oui, en vrai, oui.
Est-ce que t'as des exemples du mélange parfait entre slasher et comédie romantique? Il doit y en avoir quand même. Ah ouais. Des slashers avec de l'amour vraiment, ou des slashers où on pleure. Ah, des slashers où on pleure. C'est un film dont on a parlé tous les deux sur Twitter. Il y en a deux auxquels je pense. Je pense à Final Girl, mais il a 2 titres et je n'ai pas le deuxième titre, mais il est dispo sur Netflix et il est plutôt triste. Et franchement, moi, j'ai un peu pleuré à la fin. Et pourtant, il y avait des néons, il y avait du sang, il y avait des nuages. Et c'est très très cool. C'est un film méta qui reprend tous les codes du slasher. Et en fait, le pitch, c'est une jeune fille qui a perdu sa mère il y a plusieurs années. Sa mère avait joué dans un slasher. Et en fait, elle va aller voir ce film au cinéma. Et elle et sa bande de potes vont se retrouver plongés dans le slasher en connaissant tous les codes. Et c'est très très fun. Franchement, c'est très chouette. Plus, ouais, c'est très cool. Bah, le deuxième film est aussi méta. C'est Détention. Et ça, c'est... Oui. Regardez. Arcanie en a déjà beaucoup parlé. Regardez Détention, parce que, à la fin, le mec, il dit quand même, je vais danser comme Patrick Swayze. Et moi, je suis là, oui! Donc, encore un mélange entre le slasher et Dirty Dancing. La comédie romantique et le slasher, c'est... Et tu parlais des années 90 et de l'évolution des personnages, mais en plus, le film Détention fait plein de références aux années 90. Totalement. Et le personnage féminin principal est un personnage assez atypique en fait. Et c'est un gros film anti-mascu en plus. Ce film est hyper jouissif, les persos sont super, si vous aimez les années 90, vous allez adorer. Il y a une reprise de la musique des Hanson M-Bop, M-Bop. Ouais. Qui est très très cool à la fin. Et le générique est incroyable aussi, le générique de début est très très cool. Donc franchement, foncez. Ouais. Il faut se préparer parce que c'est vraiment atypique comme film. C'est très dur à pitcher, c'est très dur à expliquer. Tous les genres sont mélangés, mais il y a un sens. Vraiment, c'est un gros clip MTV, ce qui est pas déconnant parce que le réal, il a fait plein de clips MTV avant de faire ce film. Et il ose même se moquer de son film d'avant qui est considéré comme un nanar. Je le trouve incroyable. Donc regardez Détention, franchement. C'est Torque. Ouais, c'est ça, Torque. Et si ça vous a pas donné envie, je sais pas ce qu'il vous faut. Enfin, vraiment. Il y a une idée par plan quasiment. C'est vraiment très bien trouvé. La scène avec la scène de la détention. Oui. Mais voilà. Mais on parle de la même chose. Voilà, c'est un voyage dans le temps, mais qui est magnifique. Mais le film a dû coûter tellement cher en musique, par contre, parce que c'est un truc de Même fou. pas. Il a coûté 10 millions de budget. C'est une toute petite production pour un film états-unien. Ah ouais. Ce qu'on va faire, c'est que pour les gens qui veulent nous donner plein d'argent à s'abonner sur Patreon, alors qu'on n'a pas de Patreon, on vous mettra en entier la discussion entre Mylène et Arcanie qui vont parler pendant 1 heure de Détention. En vrai, on a coupé 30 minutes là. Donc... Non, mais on vous a conseillé. Moi, je vous ai conseillé une série qui va probablement avoir 8 saisons. Mylène, tu nous as conseillé à peu près 25 films. Heureusement qu'on fait une pause pour les vacances, hein, parce que là, il y a du avez des devoirs, là. Faut rattraper. Ouais, c'est ça. Cahier de vacances, une invention sans avenir. Ça, Vous aviez moins de devoirs quand on faisait des émissions sur les films de facho, hein. Ça, c'est sûr. Ceux-là, on les avait regardés pour vous, mais là, on a des conseils aujourd'hui. C'est ça qu'on veut. Hey, merci Mylène de nous avoir partagé aussi beaucoup de toi et de tes films préférés, tes expériences marquantes. Ça sentait l'amour, là. Hein, ça... oui. Ah, vous m'avez dit on donne tout, j'ai tout donné. C'est marrant, il y avait un point commun entre aussi vos deux trucs. Toi, t'as dit que t'as commencé par Podane, et c'est aussi un film historique comme Bridgerton, et il y a un côté, est-ce que c'est notre côté Stéphane Bern, tu vois, de vouloir de la romance, mais qui se passe il y a longtemps, tu vois, enfin, Dans des châteaux, l'amour des châteaux. L'amour des châteaux. Mais en vrai, c'est hyper important, le cucu, c'est dans un château, quoi, c'est dans le passé, je sais pas, c'est... Ouais, ça met une distance, du coup, on se sent un peu moins... En plus, Stéphane Bern a tendance à cucufier l'histoire. Mais oui, c'est pour ça que je disais ça. Ouais. Non, mais ça colle très bien. Bon alors, Stéphane Bern, d'habitude je te compare Raph à Julien Lepers, mais on peut garder Stéphane Bern aujourd'hui. Comme tu veux, je suis plus à sa presse et l'été. Raphaël Bern. Comme souvent, tu nous proposes un petit jeu, un jeu plein d'amour aujourd'hui évidemment. Ah bah évidemment. J'ai un jeu sur les films romantiques ou les films de filles, comme tu dis Mylène, cette classification qui existe chez certains fans, qui fait un peu grincer des dents, mais ouais, dans le marketing, c'est très clairement pensé comme ça. Bon bref, le petit jeu d'aujourd'hui, vous connaissez Une famille en or, l'émission, vous savez, où la prod a fait un sondage auprès de 100 Français représentatifs pour leur poser des questions vaguement sociologiques, genre l'objet que vous avez toujours sur vous, qu'est-ce que c'est, ou alors quelle est votre pratique sexuelle préférée en hiver, tu vois, enfin des questions hyper
engagé comme ça. Et après, vous savez, ils classent les réponses et les candidats doivent imaginer quelle est la réponse la plus donnée par, genre, les Français. Le panel. Le panel, voilà, c'est ça. Et celui qui a la réponse la plus haute gagne. Méthode 100% scientifique. Bah là, je vous propose de faire pareil. Je vous pose des questions. Alors moi, j'avais pas 100 personnes à dispo, donc j'ai pris des classements déjà faits sur des enquêtes d'opinion. Et voilà, vous donnez la réponse que vous pensez à cette question et la personne parmi vous qui a le score le plus haut, le plus proche du top 1, gagne le jeu. C'est tout simple. Oh, wow. Donc, première question. Quels sont les meilleurs films de filles de tous les temps, selon les lecteurs de Cinétrafic, donc qui a compilé un certain nombre de réponses. On va commencer. Allez, Mylène, vas-y. Ah, j'hésite. Je suis sûre que Love Actually, il est dedans. Allez, Love Actually. Clairement. Robin, tu dirais quoi? Je vais pas te dire entre quoi j'hésite parce que sinon je vais donner des... Ouais. Ah, faut être stratégique là. Bridget Jones, le journal de Bridget Jones. Ok. Alice? Bah, je sais pas, je voulais dire le journal de Bridget Jones aussi. Bon, vous pouvez répondre tous les deux Bridget Jones si vous voulez. C'est bon. Allez. Alors, j'ai un film en tête, mais je me souviens plus du titre. Décris-le, Mylène va retrouver, c'est sûr. C'est un homme et une femme qui communiquent à travers des époques, à travers une boîte aux lettres. Entre deux rives. Merci. Qui est très bien. Moi, je pensais à Titanic aussi, sinon. C'est un autre genre, mais je pense qu'il doit être dans la liste. Ah bah si, Love Story. Ah bah, je sais pas, moi. Attendez, c'est vous qui répondez, hein. Je prends Love Story. Eh ben, c'était bien Mylène qui est au-dessus avec Love Actually, qui est deuxième du top Ah ouais. des meilleurs films de filles. Bravo. Et le journal de Bridget Jones, c'est troisième. Vous étiez pas loin, les deux autres. Quand même, Ouais. ouais. Et le premier, c'est quoi? Bravo. Et le premier, bah, vous l'avez dit, C'est Titanic? c'est Titanic. Ah, ouais. punaise. Oh là là. Et Bon, derrière, on avait, alors, Pretty Woman, Dirty Dancing, Moulin Rouge, Coup de Moulin foudre à Rouge, ouais. Notting Hill, Thelma et Louise. Très, Mhm. très bonne ref. Voilà. Et quelques autres. Moulin Rouge, je suis quand même étonné, tu vois. Ah ben attends, c'est les Français qui ont parlé. C'est les 100 Français représentatifs que j'ai interrogés. Donc tu peux pas remettre en question. C'est mort. C'est scientifique, tu peux rien dire. Et Rambo est classé combien? C'est ça, Rambo était pas là, c'est dommage. Bon. Alors, deuxième question un peu plus précise. Quels sont les meilleurs films d'amour adolescents? Toujours selon les lecteurs de Cinétrafic. Allez, répondez en vrac, on s'en fout. Twilight. Merde, mais à chaque fois, j'essaie de répondre le plus vite Ah, possible merde. parce que je me dis Excuse-moi. Romain va me piquer mon idée. Jeu d'enfant. Jeu d'enfant, pas mal. Harry Potter? Ouais, j'y pensais aussi. Hein, peut-être que c'est un peu trop surinterprété, mais ça rentre carrément dans le thème. Ah, mais du coup, c'est considéré que comme des teen movies ou c'est genre tout ce qui est... Ah, je sais pas moi qui a fait la catégorie, mais vous allez être surpris sur 2-3 trucs, je vous préviens. American Pie? Oui, en plus. Défini amour. Ça. Mylène, une petite réponse? Ah, j'hésite trop. Bah, je vais dire 10 bonnes raisons de te larguer, mais je suis pas sûre que ça a été la réponse. Ah, pas assez teen movie, je pense. Idem pour jeu d'enfant. Je pense qu'il est pas considéré comme assez adolescent. Ouais, non. Bon, eh bien, le top 1, c'était bien Twilight. Ah ouais. Alors, en 2, les lecteurs de Cinétrafic ont mis Dirty Dancing. Voilà, vous le saurez. Wow, ado. Teen movie. Ouais, Ouais, teen movie, c'est- je suis pas ouais, trop- les catégories sont un peu à chier, j'avoue. Ah, j'ai- Ou alors les gens sont nuls à répondre de la merde, c'est tout. Et en 3e, c'était LOL avec Sophie Marceau. Ah Donc, oui, c'est vrai. Ah ouais. J'ai oublié. Ah On aurait pu dire la boum. Vous auriez pu citer Roméo plus Juliette aussi, bien sûr. La Boom, il était dans le top 10. Alors, Ouais. Roméo plus Juliette, c'est des ados que dans la pièce, mais dans le film, Donc pas il y en a du tout. une qui est Ouais. ado et puis l'autre il est pas très ado. Alors, dans la pièce, elle a 14 ans et lui 16. Ouais, Ouais. c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on avait sinon? Twilight 2, Twilight 3, Twilight 4, Twilight 5, bien sûr. Ah mais c'est ça que j'aurais dû dire. En top 18, High School Musical, qui pouvait être Ah, cité, mais ou oui. The Amazing Spider-Man, encore top 20. Oh, intéressant. Bref, voilà. Bon, Robin, 1 point, Mylène, 1 point. Joli. Je vais arrêter de répondre avant Alice. Sinon j'aurais 2 points. Alors, 3e question. Quels sont les plus beaux films d'amour français, cette fois, selon les lecteurs du site Film de Lover? Oh la vache. Ah, Il y a vraiment un site qui s'appelle Film de Lover. et il est trop Ouais. bien ce site. Il est vraiment trop cool. Mylène est rédactrice en chef, en fait. C'était mon site de référence quand j'étais ado, j'adorais ce site. Bah, sachez qu'il existe toujours. Il fait des très bons tops. Donc c'est quoi, film d'amour Film d'amour français. J'en connais pas je crois. Bah, je vais reprendre Jeu d'enfant. Jeu d'enfant pour Arcani. Les autres. Ça va pas être original, mais j'ai envie de dire les parapluies de Cherbourg. Ah, pas con, pas con. Bah moi je vais dire les Demoiselles de Rochefort. Allez.
Et Alice? Bah la boum, tiens. Ah oui. Ah Eh ouais. ben, la boum, c'est une bonne réponse et je pense que le plus proche, c'est Arcani, top 2 jeu d'enfant. Oh. Juste derrière l'arnaqueur. Oh. Pourquoi? Et Il y a cœur. mais devant, L'arnaqueur. devant Amélie Poulain. Ah, mais oui. Mais parce qu'il y a une référence à Dirty Dancing dans l'arnaqueur, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, voilà. Sinon, bah, la boom, c'était top 13. Derrière, on avait bien les parapluies de Cherbourg en 19. Pas d'autres Jacques Demy dans le top. Désolé, Mylène. Sinon, vous aviez Fanfan, Cyrano de Bergerac, j'y avais pensé, The mais- Artist, ou encore ce 30e du top 30 dont le titre est génial. Je sais pas si ça existe en vrai. C'est Raphaël ou le débauché. Oula. Ouh. Il n'y a pas que des trucs connus dans la liste. On dirait un truc du Marquis de Très Sade, tu Bah sais. oui. Ouais, c'est ça. Bon, bref, bravo Arcani. Et dernière question. Quels sont, toujours selon les lecteurs du site Le Film de Lover, les acteurs et actrices les plus romantiques, indifférenciés entre hommes et femmes, donc. Ah bah Leonardo DiCaprio. Leonardo, Ryan Gosling. ouais. Moi, j'ai envie de dire Emma Stone. Emma Stone, ok. Meg Ryan. Eh bien, Meg Ryan, elle est même pas dans la liste. Ah si, pardon, mais si, je suis con. Elle était en 8, mais ce n'est pas toi qui es la plus proche. C'était bien Ryan Gosling. Ah ouais. Top 5, Ryan Gosling. Devant lui, on avait Keira Knightley, Julia Roberts, Hugh Grant et Rachel McAdams. J'hésitais avec Hugh Grant. Hugh Grant, Ok. c'était aussi possible. Sinon, bah oui, pour votre info, Emma Stone est 14e, Leonardo DiCaprio seulement 15e, j'étais surpris aussi. Oh. Et puis, bah, à côté de ça, on a, voilà, Ashton Kutcher, Tom Hanks, Richard Gere, Patrick Swayze, déjà cité, évidemment, Sophie Marceau en 27. Ou encore, top 30 in extremis, Evan McGregor. Moi, j'aurais voté pour lui. Ouais, Mais- d'accord. Mais pas pour ses films les plus romantiques. Non, voilà, c'est C'est ça. vrai, on pourrait faire un top sans avis. Ce sera des tops moins scientifiques, hein, vous le savez Ah oui. quand même. Pas du tout objectif. Ce sera moins quantitatif, mais plus qualitatif. Donc voilà, dans les commentaires, dites-nous vraiment si vous trouvez que ces tops sont totalement pétés, ou si vous aussi vous êtes d'accord pour dire que le truc le plus romantique possible, ce serait Rachel McAdams et Hugh Grant dans L'Arnaqueur. Ouais, c'est vrai. Vraiment, on a envie de On va faire savoir. nos propres tops. Donnez-nous les vôtres, donnez-nous voilà vos tops de cœur. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu. Et merci pour ce jeu, ces classements. On aime bien les classements dans l'émission. Ouais, voilà, c'est pour Alice, c'était pour lui faire plaisir. C'est pour Alice. Ben justement, ça va être Alice qui nous a dit qu'aujourd'hui, pas de liste, pas de classement, mais on va rester sur nos plaisirs. On sait, Alice, tu l'as souvent dit que t'aimes beaucoup Paul Verhoeven. D'habitude, tu parles plutôt de Starship Troopers, mais là, aujourd'hui, pas du tout, Alice. Et non, aujourd'hui, je vais vous parler de Showgirls. Oui. Alors moi, j'ai toujours, comme vous, envie de voir des trucs à paillettes et Ben avec oui. du champagne. Et en plus, j'ai un petit réflexe, si les autres aiment pas, alors ça m'intéresse. Et j'ai entendu parler pour la première fois de Showgirls dans l'émission Post-Pop d'Arrêt sur Image, dont je vous parlais dans le dernier épisode de notre podcast. Et donc sur la mauvaise réputation qu'a eu ce film pendant des années. Donc Showgirls, c'est un film qui date de 1995. Verhoeven, c'est un réalisateur qui est souvent incompris. Effectivement, Starship Troopers, qui est quand même un de mes films préférés de tous les temps, a eu une très mauvaise réception au début, perçu comme un film pro-armée, pris complètement au premier degré. Et j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre comment c'est possible que les gens comprennent si mal Verhoeven. Je sais pas comment on peut expliquer ça, et justement, c'est à ça que je vais m'intéresser aujourd'hui. Évidemment, du coup, j'ai adoré Showgirls quand je l'ai Évidemment. tout de suite complètement accroché. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi, pour un certain nombre de critiques, c'était le pire film de la décennie. C'est-à-dire que la détestation, elle est quand même allée extrêmement loin concernant ce film. Je vais faire plusieurs hypothèses. Première hypothèse, le film n'a pas plu parce qu'il serait cucu, parce qu'il serait excessif, parce qu'il serait vulgaire. Alors c'est ce qu'on a le plus entendu. J'ai revu quelques critiques de l'époque à la télé, ou des extraits qui étaient notamment dans l'émission d'Arrêt sur Image. Il y a des critiques qui parlent de temple du vulgaire et du mauvais goût. Le film est également qualifié de masturbatoire. Et donc il a obtenu le Razzie Award du pire réalisateur. C'est d'ailleurs un des seuls
prix Razzie Award dont le réalisateur est venu lui-même chercher son prix, ce qui montre quand même que Verhoeven a un certain recul vis-à-vis des problèmes de réception de ses films. Ouais. Et il le prend apparemment plutôt bien. Mais du coup, qu'est-ce que c'est si vulgaire? Tu nous rappelles vite fait de quoi ça parle, Showgirls? Ouais. Alors Showgirls, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va arriver à Los Angeles pour essayer de réussir en tant que danseuse. Et donc, qui va commencer dans un cabaret, enfin pas dans un cabaret, vraiment dans une boîte de je sais pas comment, de lap dance et de voilà. Et donc, elle va essayer d'être la star d'une revue, vraiment d'avoir toute la lumière sur elle. Et mais je sais pas, en fait, c'est pas dans le scénario le vulgaire, c'est plutôt plus subtil. Donc, d'un détail que je vais essayer de vous expliquer. Si je reviens sur les critiques de l'époque, il y en a qui disent que, par exemple, Elizabeth Berkley, donc l'actrice principale, elle serait pas sexy, qu'il l'a pas trouvée attirante, et que le problème c'est sa manière de jouer qui serait considérée comme excessive, absolument ridicule, et donc de mauvais goût. En fait, elle a un jeu qui est, je sais pas, un peu exagéré. Elle arrête pas de passer sa langue sur ses lèvres. Elle est très maquillée. C'est difficile de décrire, il faut le voir. Il y a quelque chose qui est un peu surprenant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le paradoxe de dire à la fois le film est masturbatoire et franchement l'actrice principale est pas du tout sexy. Ouais. Peut-être que les gars se demandent ce qu'ils veulent vraiment en fait, parce que là c'est un peu contradictoire. Et moi ce qui a retenu vraiment mon attention, c'est l'accusation de mauvais goût et de cucu. Parce que c'est quoi le mauvais goût en fait? Et c'est un peu embêtant parce que on a envie quand même de répondre, c'est subjectif le mauvais goût. Il n'y a pas un mauvais goût. Mais en philo, nous on n'aime pas trop ça, dire c'est subjectif, parce que une fois qu'on a dit ça, on peut plus discuter et on peut plus rien dire. Une fois qu'on a dit c'est subjectif, voilà, ça se discute pas. Ouais. Donc, est-ce que c'est possible de défendre l'idée d'un mauvais goût objectif? Oui, il y a des philosophes qui le font. Notamment un philosophe anglais qui s'appelle David Hume, et lui, il pense qu'il y a une norme du goût. Et que il y a des personnes qui sont qualifiées pour détenir le bon goût, et donc pour lui il faudrait faire confiance à ces personnes, et que si on écoutait ces personnes, on aurait tous le même goût. En fait, il y a un bon goût et un mauvais goût. Alors c'est pas spécifiquement inné, hein, c'est pas un don pour lui, il faut un grand nombre de caractéristiques, c'est presque un travail à plein temps. Pour avoir le bon goût sur un art, il faut pratiquer cet art. Il faut pratiquer sa critique. Il faut avoir une énorme culture dans le domaine de cet art. Il faut ne pas avoir de préjugés. Il faut prendre le temps, répéter les critiques, observer les œuvres dans différentes conditions. Je sais pas, si je prends l'exemple d'un film, faudrait le voir au cinéma, faudrait le voir plus tard, faudrait le revoir en DVD, faudrait être spécialiste de ce genre, etc. Donc il y a vraiment plein de critères, et pour lui, si on a tout ça, on a le bon goût. On coche pas beaucoup des cases, hein, nous. Non, ouais, c'est c'est ça. chier, ouais. Ouais. En fait, les personnes qui ont pas ces critères, ces caractéristiques, pour Hume, c'est normal qu'ils soient pas d'accord. Ou qu'ils aiment pas. Parce qu'il leur manque, en fait, des compétences. Et si je réfléchis aux critiques de l'époque, effectivement, comme vous le dites, je pense qu'ils ont fait à peu près tout le contraire. Ils ont jugé avec précipitation un genre qu'ils ont pas trop l'habitude de critiquer, parce que Verhoeven, il a quand même cette qualité d'être un peu entre plusieurs genres, et je pense que c'est ça qui trouble pas mal la réception de ses films. On sait pas tout à fait si c'est du cinéma d'auteur, si c'est du cinéma d'exploitation. Les gens savaient pas ce qu'ils allaient voir en allant voir ce film. Ils disaient ah super, on va regarder des belles filles. Ah bah non, en fait, il y a une scène de viol ultra violente. En fait, ça trouble. Donc voilà, ils avaient pas forcément la compétence, peut-être, pour juger ça. Et puis, ils avaient plein de préjugés, homophobes, sexistes, que je vais détailler un peu après. D'ailleurs, moi, j'étais pas tellement la cible non plus. Je suis pas normalement particulièrement fan de cucu. Et je pense que c'est parce que je me suis construite un peu contre, étant plus jeune. Parce que comme pas mal de filles, je sais pas si c'est évidemment pas une généralité, mais quand on est petite, on aime les paillettes et les princesses. Et puis à un moment, voilà, on grandit et puis ça suffit quoi. Disney c'est nul et puis on s'habille en noir et puis tout ça c'est cucu. Et j'ai pas mal rejeté. Et j'y reviens maintenant en fait, un peu plus tard. Bon bref, si on refuse l'hypothèse que le film a été mal aimé parce qu'il était cucu, alors pourquoi il a été si mal aimé? Ma deuxième hypothèse, ce serait que c'est parce que, en fait, c'est un film queer et un film camp. Je vais expliquer ce que c'est que le camp. Le film, il est devenu culte vraiment en tant qu'œuvre camp, notamment lors des rééditions de DVD autour des années 2000, et il a pris d'un coup un statut un peu spécial. Le camp, ça vient de l'expression se camper, prendre la pause. Je vais essayer de définir. On peut dire que c'est peut-être de l'autodérision, de l'exagération, quelque chose qui serait pas fin,
J'ai trouvé une citation d'un auteur Pascal français qui sort un livre qui s'appelle Kemp volume 1 et qui dit: le Kemp, c'est la pose effrénée, c'est l'affectation érigée en système, la dérision par outrance, l'exhibitionnisme exacerbé, la primauté du second degré, la sublimation par le grotesque, le kitsch dépassant le domaine esthétique pour pénétrer dans la sphère comportementale. Alors c'est du vocabulaire de chercheur pour exprimer ça. En fait, le problème, c'est que c'est difficile à définir, mais une fois que on a compris, ça éclaire, je trouve, tout un pan du cinéma. Et après, à chaque fois qu'on voit un film Kemp, on est sûr que ça en est un. Je vais vous en donner quelques-uns et je suis sûr que tout le monde va comprendre. Rocky Horror Picture Show, par exemple, c'est vraiment un film Kemp. Cry Baby. Tiens. Barbarella. Mais aussi des films comme Flash Gordon. Chaque fois qu'on a du fluo, du doré, il y a quelque chose de l'ordre de l'exagération. Et quelque chose aussi de l'ordre peut-être du jeu avec le genre. Et c'est pour ça que le Kemp, c'est quelque chose qui est important dans la culture LGBTQ+, et queer en général. Il y a une espèce de réappropriation, peut-être de retournement du stigmate. Vous nous dites qu'on est folle, qu'on est hystérique, qu'on est excessive. Eh bien, soyons-le vraiment. On le fait à fond. Et c'est ça aussi le Kemp. D'ailleurs, des scènes de showgirls sont souvent reprises dans des spectacles de drag queen. Les scènes de danse, mais aussi les scènes de dialogue. Tout est vraiment très particulier dans le film, un peu étrange et du coup intéressant à imiter. Le maquillage aussi très très accentué de Elizabeth Berkley et toutes ces petites mimiques que on pourrait qualifier de vulgaires, mais c'est plus que ça, c'est plutôt étrange, c'est plutôt décalé. Ce que tu veux dire, c'est de dire que c'est quand même, du coup, c'est à la fois totalement premier degré et totalement second degré, mais en même temps, quoi. Oui, peut-être prendre très au sérieux le second degré. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Une espèce de paradoxe comme ça, ouais. Oui, il y a pas de décalage et de prise de recul. On y va à fond dans ce truc ridicule qu'on est en train de faire et auquel on croit à fond. Il y a une scène du film qui est une scène de spectacle, de show vraiment méga queer. Tenue BDSM, mecs avec des pantalons de cuir mais avec les fesses dénudées, des mecs torse nu sur des grues, des danses super sexuelles entre hommes et entre femmes. Et il y a vraiment quelque chose, alors que c'est pas du tout le sujet du film, mais c'est vraiment une scène ultra queer. Ouais. Donc je pense qu'il y a un consensus sur le fait que ce soit une œuvre queer, et on comprend mieux pourquoi le film n'a pas plu à sa sortie, du coup. Et je pense que l'accusation de cucu et de ridicule cache une certaine homophobie dans le regard des critiques. Ouais, c'est pas faux, ouais. Après, dans mes recherches, j'ai lu des articles qui défendent que c'est un film queer, mais pas un film féministe. Et ça aussi, ça m'a intriguée. Et d'ailleurs, Rafik Djoumi, qui est dans l'émission Post-Pop, et Daniel Schneiderman, ils avaient l'air assez d'accord tous les deux pour rejoindre cet avis, pour dire quand même, il y a des trucs misogynes dans ce film. C'est pas un film féministe, notamment le fait qu'il y a beaucoup de concurrence entre les filles qui se font des sales coups. J'ai réfléchi à ça. Et je suis pas d'accord. Et ma troisième hypothèse, ça va être que le film, il a pas plu aussi parce que c'est un film féministe. Je pense pas que ce soit un film misogyne, je pense que c'est un film qui parle de misogynie. C'est les hommes qui mettent les femmes en concurrence dans ce film. C'est pas les femmes qui décident de se concurrencer, de se mettre des bâtons dans les roues. Le film le montre très bien. Et d'ailleurs, il y a de la sororité tout le temps entre Nomi, qui est le personnage principal, et son amie Molly. Tous les mecs sont dégueulasses. On voit leur regard à eux sur les paillettes et le cucu. C'est pas le film qui est cucu, c'est les hommes qui méprisent le cucu chez les femmes et leur sexualité et leur manière d'être. Et je trouve que, là je l'ai revu pour préparer ma chronique, le film ne fait pas de male gaze, mais il nous montre le male gaze. Il nous montre les hommes qui reluquent les femmes. Ah oui. On peut ajouter à ça qu'il y a beaucoup de femmes à l'écran. Et c'est des femmes qui font que ce qu'elles veulent. Il y a des scènes incroyables. La scène au début du film où Nomi danse dans une boîte de nuit. Elle danse comme une folle. Elle danse dans tous les sens. Elle est incroyable, cette scène. Ouais, elle fait vraiment, elle est complètement libre. C'est sans limite. C'est jouissif. Il y a un mec qui vient la voir et qui lui dit You wanna dance? Et elle fait I am dancing. Oh. Et je fais ce que je veux, en fait. Ouais. Me propose rien. Je suis déjà en train d'être agissante, de faire des choses. J'ai commencé à le revoir, j'arrivais pas à m'arrêter. je me disais juste, je vais voir une petite scène, puis je continue le film. J'ai quasiment revu en entier. C'est ça aussi le pouvoir du Kemp. Eh oui. Ouais, et puis le pouvoir des paillettes. Il y a une énergie jubilatoire permanente des femmes qui font ce qu'elles veulent et qui arrêtent pas de rétorquer à des mecs connards tout ce qu'elles veulent dire sans aucune limite.
Et il y a un dernier aspect que je trouve assez féministe, c'est que le film est aussi, à la fin, un rape and revenge. Et donc, je le dis pour les personnes qui voudraient pas voir ça, il y a une scène de viol qui est extrêmement difficile à regarder. Et j'ai vu des critiques qui disent que c'est une scène de viol gratuite et que ça contribuerait à l'aspect vulgaire du film. Et je sais pas, ça veut dire quoi une scène de viol gratuite? Ça voudrait dire qu'il y a de la complaisance ou de la sexualisation? C'est pas du tout le cas. La scène est horrible à regarder, elle est dure. Et pour moi, elle est pas gratuite du tout parce que le film il parle de la violence des hommes et de leur tendance à vouloir posséder et contrôler les femmes. Et après, il y a une vengeance, mais c'est une vengeance par sororité parce que c'est pas la femme qui a subi le viol qui se venge, c'est son amie qui ensuite va la voir à l'hôpital et lui dit voilà, j'ai démonté le mec qui t'a fait ça. Et dans la scène de revanche, Verhoeven ne filme que le visage de Nomi, qui est un visage furieux et déterminé. Et à la fin du film, les meufs se pardonnent tout, même celles qui se sont fait des crasses. Il y a une espèce vraiment elles se rejoignent sur le fait que c'était les hommes les ennemis pendant tout le film. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, tu m'étonnes que le film a pas plu à sa sortie. Oui, c'est super convaincant, faut le dire. C'est ça. C'est pas un film cucu à paillettes et vulgaire. C'est tout ça a été un alibi pour, à mon avis, une haine misogyne de ce film. Je vais conclure avec une anecdote intrigante et une remise en question personnelle. Oh là. J'ai cherché un peu sur internet des listes de films Kemp, et là, quelle n'est pas ma surprise, dans une liste, je tombe sur 8 femmes. Oh. 8 femmes de François Ozon. C'est un film que je déteste. Je crois que dans un épisode de Une invention sans avenir, j'ai dit c'est le pire film. Pire film tout court. Je déteste ce film. Et du coup, je me suis dit, mais attends, si c'est un film Kemp, j'ai été comme les critiques de l'époque avec Showgirls. En fait, c'est juste que j'ai pas vu le Kemp, donc j'ai rien compris et c'est pour ça que j'ai pas aimé le film. Et après, je me suis dit, non, c'est bon. Faut pas déconner. Non, il est juste moins bien. Non, mais en fait, 8 femmes est complètement misogyne pour le coup. Le Kemp est pas du tout au service de l'émancipation, de la libération des femmes. On rappelle quand même que c'est une histoire d'enquête dans laquelle le dénouement, c'est les femmes qui nous manipulent, qui sont vénales et qui sont mauvaises. Et c'est pour ça que je leur ai fait une petite farce. Ouais. Donc non, pour moi, ça c'est pas du Kemp. En tout cas, c'est pas mon Kemp. Ouais. My Kemp. La remise en question, elle a pas duré longtemps, hein. Il y a une utilisation du Kemp, mais sans comprendre le Kemp, en fait. Ça reprend juste un peu une partie esthétique. Ouais, la façade. En tout cas, sans s'en servir comme un outil d'émancipation ou de remise en question des genres et des normes. Non, clairement pas. Mais c'est trop drôle ce que tu disais sur les critiques de misogynie, et j'ai l'impression qu'on retrouve souvent ça dès qu'un film fait un peu réfléchit un peu sur le show, le fait de trucs exhibitionnisme ou le striptease ou machin. T'as souvent des mecs qui vont s'acheter une dignité facilement en disant oh là là, montrer des showgirls c'est quand même pas très féministe, juste pour faire genre ah nous on est sympa, on veut pas l'objectification des femmes et tout. T'as envie de dire mais non, ça peut être fait de plein de manières différentes en fait. Enfin, c'est juste parce que c'est pas parce qu'il y a des fesses et des seins que c'est vulgaire. En fait, c'est des parties du corps qu'on a les gens. J'imagine très bien Schneiderman, tu vois, face à un mec, un vieux blanc et tout. Il est sympa, il a des bons côtés, mais enfin, je veux dire, ce truc-là, arriver à assumer qu'il y a des films féministes et qui montent des boobs, je suis pas sûr qu'il en soit là, quoi. Mais c'est intéressant aussi, c'est marrant le retournement que tu fais finalement. Tu dis que le Kemp appliqué à ce film-là, Showgirls, ça a été une manière de cacher l'homophobie et la misogynie. Et il y aurait eu un peu l'inverse dans 8 femmes. On a essayé de mettre l'étiquette Kemp pour cacher que le film, lui, il était misogyne. Comme si c'était, ça faisait paraître bien, ouais, quoi. Kemp. Très bonne idée. Bah non, mais super film Showgirls. Hein. Franchement, allez voir ça se revoit bien. De toute façon, vous pourrez pas arrêter, donc. Non, vous pouvez pas arrêter. Et franchement, non, mais attends, mais il y a des scènes cultes. Moi, j'ai un souvenir ému de la scène d'amour dans la piscine, là, avec, du coup, en plus, son mec, il est joué par Kyle MacLachlan, qui est quand même, il est tout jeune, il est beau gosse, comme pas permis, et ils sont là à faire des trucs ultra stéréotypés dans la piscine en buvant du champagne et tout, et t'as envie de dire, mais c'est quoi ce truc? Et en même temps, c'est trop bien, tu peux pas détacher les yeux, enfin, je sais pas. Ah, j'en suis. Ah ouais, Moi, je l'ai pas vu. Franchement, non seulement ça m'a donné trop envie de le voir, puis en plus, je pense que grâce à toi, Alice, je vais pas rater mon premier visionnage du film. Ça, c'est très cool.
Je pense qu'on va continuer à parler de Kemp. En tout cas, on va rester dans une ambiance à la fois musicale, à la fois paillette et n'en déplaise à vos stéréotypes auditeurs et auditrices. C'est Arcani qui va nous parler de tout ça. Et ouais. Et ouais, on va parler des deux versions de Hairspray. On est à fond. Bah, on parlait Kemp et justement John Waters, le réalisateur du premier Hairspray, est connu en partie pour ça. Donc, il est aussi surnommé le parrain du trash. Oui. Qui serait... Là, pour le coup, j'ai essayé de chercher des définitions et personne n'en donne la même version. Donc, je vais rester sur Kemp. Ouais. Et dans le sens où le Kemp de John Waters, c'est un goût du mauvais goût. J'essaierai de le résumer comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal dit, ouais. Et Pink Flamingos, qui est son deuxième film, le résume le mieux, où il essaye d'être vraiment le plus dégueulasse possible. Je pense que si Pink Flamingos sortirait aujourd'hui, il serait interdit. Je sais pas si vous l'avez revu récemment, mais c'est ça va très loin. Et donc dans Hairspray, c'est son seul film tout public, parce que d'habitude ces films sont quand même assez limités, parce qu'ils parlent quand même de sexualité, d'identité queer, mais aussi ça va impliquer des meurtres et tout. Et son côté Kemp aussi passe notamment par le surjeu. Ouais. Il y a un côté très vaudeville dans cette espèce de jeu très exubérant. Et Hairspray, bien qu'étant un film tout public sur une jeune adolescente, Tracy Turnblad, passionnée d'une émission qui s'appelle le Corny Collins Show, fait tout pour intégrer cette émission, pour être une des danseuses de l'émission, parce qu'elle est un peu amoureuse d'un des danseurs. Ouais. Link Larkin. On a tous vécu ça. Et en plus, ce qui est très drôle d'ailleurs chez John Waters, c'est que tous les personnages, quasiment, des noms sont des allitérations. Donc Tracy Turnblad, Link Larkin, il y a aussi Penny Pingleton, enfin voilà. Du coup, il y a même un jeu sur les noms. On revient à la chronique de tout à l'heure. Et dans cette version, il y a un petit côté Footloose où tout le monde, les gens veulent danser, les ados veulent danser tout le temps, et c'est les parents qui les en empêchent pour différentes raisons. La mère de Penny Pingleton, parce que c'est une vieille réac parodie de chrétienne fondamentaliste, et Edna Turnblad, la mère de Tracy, c'est parce qu'elle a peur que sa fille se fasse humilier parce qu'elle est grosse. Ce qui est extrêmement rare en termes de représentation dans les années 80. Le film date de 88. Ah oui, putain. Ouais, l'héroïne est une héroïne grosse. C'est toujours rare aujourd'hui, hein. Oui. En plus, on va en reparler après. Donc, ouais. Je trouve ça encore plus loin dans le remake. C'est ça qui est intéressant. Ah ouais, pas mal. Et autre élément fétiche de John Waters, c'est la mère Edna Turnblad est jouée par l'interprète fétiche de John Waters, qui est Divine, le travesti, et non pas trans, mais travesti. Et là, pour le coup, même si le film a ce surjeu, ce côté exubérant, le travesti, la mère travestie, donc jouée par un homme, c'est probablement le personnage qui surjoue le moins. Oula, c'est pas toujours le cas, ça. C'est ça. Chez Waters. Surtout que Divine a un deuxième rôle où il joue un des producteurs, et là, par contre, il est surjoue à mort, le producteur ignoble, raciste, fini, parce que un des gros sujets du film, c'est le racisme, puisque le film se passe dans les années 60. Donc, en pleine ségrégation. Et justement, Tracy, là où elle choque aussi, c'est parce que elle a aucun problème à juste danser avec des jeunes noirs. Elle est même amie avec eux et tout. C'est choquant. Et là où c'est encore plus choquant, c'est qu'à un moment, elle est punie, donc elle va en detention, donc en colle pour nous. Et la colle, elle est avec les specials, donc on va dire les adolescents à problème avec des déficiences mentales telles que c'est présenté dans le film. Et les noirs. Ils sont mis ensemble. Ah oui, ok. Donc on est quand même il y a quand même une représentation extrêmement violente dans tout ça. Mais elle, justement, elle inverse complètement le truc. Elle est en mode rien à foutre, la colle, ça devient le meilleur endroit pour danser, c'est là qu'on se rencontre, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que par exemple, pour menacer quelqu'un, on menace de l'envoyer en école catholique. Et il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui font que le film a ce côté politique où l'école catholique est une punition. Penny Pingleton, qui tombe amoureuse d'un jeune noir, elle se fait emmener de force par une unité psychiatrique. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire que ce serait une maladie mentale. Et il y a plein de sous-entendus comme ça, en fait, qui font de ce Hairspray un film politique. Et ce qui est très drôle, c'est que l'antagoniste, c'est la famille Von Tussle, qui sont des blonds parfaits, et qui sont extrêmement racistes. Donc vous allez me dire, le remake de 2007 a dû édulcorer. Mais oui, on sait comment ça fait les remakes. C'est ça. En plus, dans le remake, il y a Zac Efron qui est entre High School Musical 2 et High School Musical 3. C'est vrai. Il y a John Travolta, il y a Christopher Walken. Oh, gros budget. Il y a Michelle Pfeiffer. C'est pas un casting ultra camp sur le papier. Non. Voilà. Pas trop, C'est non. pas Divine, quoi. Non.
Ouais. Sauf que le remake est encore plus politique que l'original. Oh là là. Alors, Divine est remplacé par John Travolta. Donc John Travolta joue la mère de l'héroïne. Et là où c'est très intéressant, c'est, à mon sens, c'est probablement le meilleur rôle de John Travolta, parce qu'il en fait pas des caisses, il surjoue pas. Au contraire, c'est un rôle où il joue vraiment une femme, qui n'est pas présentée négativement en plus. Alors, il y a tout un côté social où elle-même, elle repasse pour des gens, donc c'est une travailleuse à domicile qui est clairement pas bien payée. Et à un moment, sa fille l'a fait sortir, elle lui dit « Non mais rentre dans ton époque, tu peux aussi être belle ». Il y a notamment des scènes où elle enfile des robes, et où elle est vraiment mise en valeur. Il y a une scène de danse à la fin où elle est au centre du spectacle de danse. Et même le travail vocal de John Travolta, et en plus la VF respecte ça, ce que j'ai trouvé génial, ne caricature pas la voix féminine. C'était le gros risque quand même. Ça, Oui, voilà. bah oui, Tu c'est vrai. prends un acteur masculin. C'est ça, et pour le coup, ça donne vraiment une voix qui est pas surjouée du tout, alors que d'autres personnages vont être nettement plus exubérants, notamment Michelle Pfeiffer en mère Von Tussle, qui est une formidable raciste. Il y a plein de petites répliques comme ça. À un moment où elle dit qu'il faut garder les jeunes in the white way. Donc dans la voie blanche, jeu de mots avec the right way, la bonne voie. Ouais. Il y a plein de petites piques comme ça qui sont odieuses. Mais c'est surtout que, par rapport au film d'origine, le remake met beaucoup plus en avant les personnages noirs. Ils ont des scènes entières, ils ont des rôles entiers, et ils ont des numéros musicaux. Parce que le remake est une comédie musicale. Là où l'original est un film qui utilise énormément de musique parce qu'il y a plein de scènes de danse, il n'y a pas de numéros musicaux. Le remake est une comédie musicale réalisée par Adam Shankman, qui s'était occupé de l'épisode comédie musicale de Buffy contre les vampires. Dont on a déjà parlé ici. Voilà. Et donc du coup, les personnages noirs vont avoir beaucoup plus de scènes. Seaweed devient un personnage, il danse super bien en plus, il chante extrêmement bien, rien que pour ses morceaux. Et les chansons vont parler de sujets politiques, vont parler de cette condition noire, et notamment Little Ines, qui est la petite sœur de Seaweed, elle parle même des conditions de vie des gens. Là où on est dans une comédie musicale extrêmement rythmée, avec des gros morceaux funk, où tu ne peux pas ne pas avoir envie de danser quand tu les écoutes. T'es obligé de danser, d'ailleurs. Ça te parle quand même de conditions sociales difficiles, de personnes qui essayent de survivre avec quasiment pas d'argent et sans aide de l'État et des choses comme ça. Et il y a même une marche des droits civiques ajoutée dans le film qui n'est pas dans l'original. Oui, donc la danse, la comédie musicale, tout ça, c'est pas juste une esquive pour s'échapper de la réalité qui est dure, quoi. Ça prend en compte tout ça. Et ça va même être l'inverse. En fait, les chansons vont encore plus parler de sujets politiques. Alors, il y a des chansons extrêmement qui parlent d'amour et de choses comme ça. Et il y en a d'autres qui, au contraire, parlent de sujets politiques. Mais là où ça lie les deux, c'est qu'il y a une histoire d'amour entre le super beau gosse Link Larkin, joué par Zac Efron, et Tracy Turnblad, l'héroïne grosse. Et en plus, le remake parle de grossophobie explicitement. Oui. Où la mère de Tracy s'inquiète de sa fille en disant « Les gens vont se moquer d'elle. Elle ne veut pas qu'elle passe l'audition parce que c'est pas bien la télé. Non, on va se moquer d'elle et j'ai pas envie que ça lui arrive. La mère elle-même avoue ne pas avoir quitté la maison depuis 10 ans. De peur qu'on se moque d'elle physiquement. Donc c'est quand même assez inattendu, déjà qu'un remake soit encore plus politique qu'un original, encore plus en faisant d'un remake une comédie musicale avec des interprètes qui sont pas particulièrement connus pour être dans des films extrêmement politiques. Et en plus, le reste du travail de Adam Shankman, le réalisateur, est pas particulièrement politique non plus. Ah ouais, c'était vraiment inattendu, quoi. C'est complètement inattendu. Et ça montre une chose, c'est que à partir fin des années 2000, tout ce qui est coloré, le kitsch, le mièvre, d'une certaine manière le romantique, a tendance à vraiment se politiser ou se repolitiser selon comment on se place. Je vais faire un parallèle avec la série Glee, qui est une série de comédie musicale qui reprend des classiques. Et le créateur de la série Glee, c'est Ryan Murphy, qui a aussi fait American Horror Story, qui parle de sujets politiques, toute une saison centrée sur les freaks, donc les gens qui vivent à la marge. Il y a une autre saison où c'est clairement l'Amérique de Trump. Et il a aussi fait les séries Pause, qui parlent des communautés trans LGBT en pleine épidémie SIDA, série hautement politique. Et la série Hollywood sur Netflix, qui réécrit, on parlait d'Uchronie, mais qui réécrit le Hollywood des années 50, en montrant que en coulisses, en s'inspirant de personnages réels,
eh ben, il y avait déjà des personnes de couleur, il y avait déjà des personnes LGBT, mais qui ont été invisibilisées, qui ont été effacées, écartées. Et là, dans cette série, eh ben, il les met en avant, il imagine ces personnes assumées, donc que l'acteur Rock Hudson fasse son coming out, et que l'Oscar du meilleur scénariste soit donné à une personne noire, avec ce sous-entendu que, bah, en fait, c'est possible, c'est juste une question de choix, de qui on met en avant. Et ça n'a pas été fait dans la réalité. Et ça n'a pas été fait, et encore maintenant. L'autre évolution, c'est le personnage d'Harley Quinn, qui, de base, est plus ou moins une sorte de objet de fantasme un peu malsain et surtout punching ball du Joker. Et au final, au fur et à mesure des films, eh ben, elle conserve les paillettes, elle conserve ce côté parfois un peu enfantin qu'elle peut avoir, mais ça l'empêche pas de s'en prendre explicitement à des masculins ou à des dictateurs. Eh oui, c'était une vraie bonne surprise, ça, dans Suicide Squad. Ouais, ou dans Birds of Prey. Et dans Birds of Prey, c'est ça que je voulais dire. Parce que là, il y en a des paillettes, hein. Ben oui. Elle a des tenues incroyables dans Birds of Prey. C'est ça, et du coup, le côté cucu va se retrouver sur sa batte de baseball ou des choses comme ça, il y a cette espèce de détournement. Et tu vois que ça a été ensuite accepté et intégré dans le féminisme, puisque par exemple dans Promising Young Woman d'Emerald Fennell, il y a un super cosplay Harley Quinn à la fin, qui est d'un film vraiment ultra féministe pour le coup, et tu sens que le personnage il a vraiment été récupéré, il a tiré du bon côté comme ça aussi par rapport à cette évolution. Et puis aussi elle reprend des codes du féminisme, notamment quand elle fait du roller quad. C'est un clin d'œil au roller derby, qui est un sport relancé par les féministes aux États-Unis. Et je vais essayer de conclure en tout ce côté un peu cucu, mièvre, voire même naïf qu'on peut avoir. On qualifie un peu tout ce qui est bon sentiment, tout ça de naïf. Et ben, des fois ça peut avoir un côté conservateur, on le disait, mais des fois ça peut même être l'inverse. C'est ça, hein. Et je trouve que dans un contexte de cynisme ambiant, de montée du fascisme et de réactionnaires en puissance, ben la naïveté ça devient une vraie subversion. Donc je pense que tout ça en fait c'est presque punk maintenant, et que c'est pas parce que c'est cucu que c'est concon. L'amour c'est punk maintenant. Ben non, mais c'est vrai, là encore c'est hyper convaincant, parce que l'exemple montre bien. Et c'est drôle parce que ça rejoint ma chronique, je vous raconte juste 3 secondes et après je vous laisse la parole à propos de Hairspray. Mais moi j'ai découvert le remake de Hairspray justement parce que c'était dans un travail d'étudiante qui travaillait sur les comédies musicales et que je devais donc corriger. Et donc, je me suis dit, je vais quand même les voir, les films dont elle parlait. Il y avait Hairspray, il y avait Rent, dont j'ai déjà parlé ici, que j'aime beaucoup. Et voilà, encore une fois, un film que j'aurais sans doute pas vu si je m'étais juste écouté moi, et j'ai bien fait effectivement de... Alors, corriger des trucs d'étudiante, c'est très bon moyen de percer sa bulle filtrante en général. Clairement. Tu découvres vraiment des trucs. Bon, si t'as le temps d'aller voir. C'est ça, c'est pas toujours le cas quand on a 50 qui arrivent à la dernière minute. Mais... Pardon Mylène, je t'ai coupé. Non, pardon, j'allais dire que de manière générale, c'est très important d'être curieux, parce qu'en fait, on peut toujours être surpris, et il faut jamais se cantonner au genre qu'on préfère, parce qu'il y a des belles pépites. Du coup, c'est chouette. Et tu disais tout à l'heure, justement, la niaiserie, enfin, c'est un peu un tour de force. Et moi, ça me fait penser à l'exemple du film Space World quand il est sorti dans les années 90, et du mouvement des Spice Girls, qui était très niais, très girl power, et aussi très marketing, faut pas se le cacher. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a plus de recul, ça a quand même permis de mettre en avant les Riot Girls et tout le mouvement féministe qu'il y avait derrière, et du coup de mettre aussi en avant des femmes indépendantes qui du coup faisaient à leur sauce, et on virait tous ceux qui voulaient les commander. Et oui, c'était commercial, oui, c'était niais, mais c'est quand même hyper important, et ça a permis à des femmes de se dire moi aussi je peux être indépendante, je peux me démarquer et faire entendre ma voix. Donc parfois le niais ça a du bon, quoi. Pas mieux. Clairement. Et c'est une des belles leçons de notre émission d'aujourd'hui, à vrai dire. On s'en est bien rendu compte. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de revoir Hairspray et de voir l'original que j'ai pas du tout vu, de John Waters. Je connais pas bien John Waters. Alors, je mets 2 petits trigger warnings sur l'original. Le film est lui-même un petit peu raciste. Parce que deux des personnages principaux disent j'aurais adoré être noir. Et c'est quand même un peu gênant. Et l'autre trigger warning, c'est sur le son, parce qu'il y a une exagération sur le roulage de pelle. Il y a un travail du son qui est immonde. C'est très très drôle, c'est vraiment voulu d'un point de vue comique. Mais moi qui suis sensible à ça, faites attention. Ah ouais, si vous aimez pas les bruits de bouche. Non, voilà. Regardez plutôt le remake.
Et c'est intéressant parce que là, évidemment, on les a regroupés parce que on aime bien faire des structures d'émissions qui ont un peu du sens. Mais la musique a été quand même très omniprésente dans l'émission d'aujourd'hui, avec les 2 derniers exemples notamment. Là, la comédie musicale, le film musical qui prend du recul parce qu'il y a des codes spéciaux pour mieux nous renvoyer des questions politiques. Ça, bon, on en parle souvent quand même dans l'émission, mais c'est un vrai truc, quoi. On l'a bien vu aujourd'hui. Bah ouais. Et vous avez vu, on a fait toute une émission sans faire de chronique sur Jacques Demy. On en a quand même un peu parlé. Hein. On a tourné on a autour. pas mal parlé. Je croyais vraiment que j'allais pas parler de Jacques Demy. Oh non. J'y croyais pas une seconde, mais bon, c'est pas grave, ça fait toujours du bien. Bon, en terminant l'émission, justement, on finit toujours avec des conseils. Alors, qui est la première personne qui veut conseiller les films de Jacques Demy pour les vacances? Moi, Prums, Jacques Demy. Alice. Qu'est-ce que tu veux conseiller à tout le monde? Non. Surtout Parking, quand même. C'est vrai. Ouais. Ah, mais évidemment, tout Jacques Demy. Après, moi, j'aurais pas forcément mis dans QQ. Mais bon, c'est peut-être parce que je connais bien, que peut-être que c'est un préjugé qu'on peut avoir au premier abord, mais c'est tellement d'autres choses que ça. Non, moi j'ai envie de vous conseiller un film très connu, mais qui à mon avis va bien dans la thématique et qu'on n'a pas cité, c'est Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Ah, c'est pas mal, ouais. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai une vraie tendresse pour les films dans lesquels il y a des rubans, des paillettes, comme ça, du champagne. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, la fascination pour le luxe, c'est un peu de droite, normalement. J'ai toujours envie de voir des films comme ça, où c'est la fête avec des riches, et c'est encore un film de château. Donc voilà, Marie-Antoinette, vraiment très bon film. Mais c'est 100% ce que je me suis dit en écrivant ma chronique. Je suis en train de raconter comment je me suis fait avoir par un film qui se passe dans l'aristocratie britannique, dont j'ai absolument rien à foutre et qui a des milieux de ce qui m'intéresse, quoi. Donc, c'est peut-être la catharsis des gens de gauche. Ouais, c'est ça. C'est des riches, mais ils sont dans un film, ça va. Ouais, ça va, c'est dans un film. Parce que les vrais aristos... Okay. C'est tout le succès des telenovelas qui montrent que des gens riches et qui sont majoritairement regardés par des classes moyennes et des classes populaires. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Oh là là, voilà. On est plein de paradoxes. Mais parce que dans une telenovela, t'as toujours une femme de ménage qui est la sœur jumelle de la meuf riche, et du coup elle est riche aussi. Ah oui, La vie est un long fleuve tranquille, oui, je connais. Pas très cap, encore que, je sais pas. Arcanie, est-ce que t'as d'autres conseils pour les auditeurs et auditrices pour l'été? Feel good. J'en avais 3, mais on a déjà parlé de Détention. Ouais, Détention. Regardez Détention. Ok, on le rappelle. Et les deux autres, c'est une série Netflix qui s'appelle First Kill. C'est une série de romances teenage entre 2 jeunes filles, dont une est issue d'une famille vampire et l'autre issue d'une famille de chasseurs de vampires. Classique, l'amour impossible. Là, on disait que dans la rom-com, on s'attend quand même un peu à ce qui va se passer. Il y a beaucoup de désamorce de plein d'éléments, de scènes ou de dialogues. On s'attendrait à ce que ça se passe comme ça et ça se passe pas du tout comme ça. Donc agréablement surpris. Ouais, les vampires en plus bon réservoir à trucs romantiques, complètement, mais en même temps qui peuvent être twistés d'une manière ou d'une autre. C'est le Vampire Diaries récent. Ouais. C'est ça. Mais qui croiserait Buffy, tu vois. Et l'autre, c'est un film japonais. La boucle est bouclée. Allez. Qui s'appelle Kamikaze Girls. Alors, je crois que le titre original, c'est Shimotsuma Monogatari, mais je suis désolé pour la prononciation. Tu crois que c'est ça? Je l'ai pas noté, mais de tête, je dirais. C'est pas tout à fait ça. Est pas terrible. Et en gros, c'est le duo improbable, l'amitié entre une jeune bikeuse, donc très brute, qui met coups de pied dans absolument tout et tout le monde, et une jeune brodeuse qui est passionnée par la culture rococo. Donc là, pour le kitsch... Ouais. Les décors et les châteaux, on est à fond dedans, et c'est sur leur amitié, et le film a un côté naïf, mais la naïveté est vraiment au service du récit, et on parlait du cinéma japonais, et il y a plein de clichés du cinéma japonais qui ne sont absolument pas dedans. Ça, c'est bien. T'as pas de cerisier, t'as pas de poésie, t'as pas de... c'est ça qui est bien avec les clichés, c'est que en fait, en vrai, ils existent pas. Ou très peu, quoi. T'as pas une seule seconde de la lenteur, c'est un film qui ne te laisse pas se reposer, il y a plein de surprises d'inventivité. Donc si je devais en conseiller qu'un, c'est Kamikaze Girls. C'est bon, Allez. Garanti 100% sans cerisier. Mylène, t'as déjà beaucoup conseillé de films, mais on t'en accorde encore. Vas-y. Eh ben, je vais pas conseiller de rom-com, je vais conseiller un film de pyjama party qui tourne mal. Du coup, je vais vous conseiller Slumber Party Massacre. Petit titre. Ouais, le titre annonce la couleur, c'est ça qui est bien aussi, quoi.
Petit titre, ça se mémorise bien. Au départ, c'est une trilogie. Je vous conseillerais plus particulièrement le 2, qui est très très foutraque. Il faut savoir que c'est l'un des seuls slashers écrits et réalisés par une femme. Et ouais. Donc c'est un slasher qui avait pour but d'être très parodique, d'en mettre plein la face au mec, mais finalement il a été un peu recuté, on a forcé des scènes de boobs, c'est devenu un peu plus lourd. Donc le premier c'est pas celui que je préfère, mais le 2 du coup embrasse totalement ce côté foutraque. Et je vous conseillerais aussi le remake qui sort demain en Blu-ray, donc impeccable. Donc il est déjà sorti à l'heure où vous écoutez cet épisode, Mais normalement. Ah oui, du coup, je n'ai pas, voilà. Donc il sort le 1er juillet en Blu-ray. Et je vous conseille de foncer parce que justement celui-là il reprend tout l'aspect parodique mais c'est pas trop lourd et ça retourne tous les codes en fait du slasher et justement le male gaze qu'on peut avoir sur les femmes dans les slashers donc qui est retourné sur les hommes. Donc moi j'ai trouvé ça très très jouissif. Du coup je vous le conseille, il est très très fun ce remake. Excellent. Cool. Raph, t'as envie de rajouter de la paillette? Ouais, non, mais là c'est la saison des festivals, donc moi je vais vous conseiller de la musique, je vais vous conseiller d'écouter du power metal parce que là aussi, il y a un côté, on joue à 280 BPM avec de la batterie dans tous les sens et de la guitare avec plein de solos, mais en même temps c'est trop cucu et il y a des refrains fédérateurs et C'est tout. ça. Moi là, il y a Dragon Force qui passe à Lyon ce week-end, je vous préviens, j'y suis. Donc, ouais. Si vous aimez les contrastes comme ça, un truc maxi cucu fait par des gens qui jouent à fond la caisse, voilà, écoutez des trucs comme ça. Rhapsody. Ouais, voilà. Comment t'as prévu de te fringuer pour aller voir Dragon Force? Un peu médiéval. J'ai prévu de me fringuer normal pour qu'on me reconnaisse pas et qu'il y ait pas trop d'étudiants dans la salle. Tu vas pas mettre de body à paillettes, je suis déçu. Ah, j'avoue. Putain, j'aurais dû, ouais. Mais ils sont dans les cartons. Tiens, à propos de body à paillettes, ça va être l'heure de mes conseils. Moi, je vais commencer par une série que j'aime beaucoup. J'ai déjà conseillé, mais je le ferai jamais assez. La série Glow, qui parle de cette gang de catcheuses. Voilà, une grande série hyper féministe. Il y a des beaux combats de catch. Il y a une esthétique rétro, année VHS. Qu'on adore aussi. Ah oui, on a 30 ans, merde. Et puis une série Feel Good que j'aime vraiment beaucoup. Là encore, c'est très année VHS puisque voilà, c'est comme si Stranger Things, il s'était arrêté dans le club vidéo. Et ça devient une série d'ados. Ça s'appelle Everything Sucks. Il y a eu une seule saison, mais c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et puis, en terminant, je me dois quand même de vous recommander la série que regarde ma copine en ce moment. Bah oui. Puisque, évidemment. Ta future série préférée. Donc. Voilà, que je regarde du coin de l'œil pour l'instant, mais voilà, je vais bientôt l'assumer. Non, qui est très bien, je regarde pour vrai un peu avec elle de temps en temps. C'est Life in Pieces, dont on a pas mal de saisons sur Netflix, mais qui est une série, je sais plus, de CBS, je pense. Voilà, c'est une sitcom familiale, c'est feel good, c'est très bien. Life in Pieces. Gros cœur sur toi, Fanny, t'es en train de créer un truc là avec Robin, c'est incroyable. Prochain épisode, on sait quelle sera la chronique de Robin. Je vais peut-être céder ma place la fois prochaine. Oui. Ouais. Bah oui, allez. En tout cas. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous au micro. On va se quitter évidemment avec une autopromo, parce qu'on est comme ça. En plus, les gens ont toutes les vacances pour non seulement regarder tous les films qu'on a conseillés, mais aller voir ce que vous faites. Vous, allez, on commence par toi, Mylène. Où est-ce qu'on peut voir tout ce que tu fais, t'écouter, te voir? On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc Welcome to Primetime Beach. La prochaine vidéo, c'est un test de jeu Chair de poule, un jeu de plateau. Trop bien. Donc, en mode nostalgie. Cool. Grave. Et après, j'ai une nouvelle vidéo sur mon format sur la symbolique des couleurs sur l'enfant miroir. Et ensuite, un dossier sur Slumber Party Massacre. Ah bah voilà. D'où Marocco. Vous voyez le film, ensuite la vidéo sera dans pas très très longtemps. Excellent. Arcani? Moi, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, arrêtez de tout politiser, sur Les ailes de l'enfer, qui est un peu le film mièvre des conservateurs. Faut voir la vidéo pour comprendre. On s'est pas posé cette question, c'est vrai, mais on te la laisse. Et une vidéo, le 3e épisode du cycle sur la justice qui devrait sortir à la rentrée. Excellent. Et sur Twitter où je dis plein de bêtises. Donc sur ta chaîne Kaleidos Pop. Alice, où est-ce qu'on te voit convoquer des philosophes et des poulpes?
Bah ouais, vous pouvez me retrouver dire des bêtises aussi sur Twitter et mes petits retours sur les films que j'ai vus. Peut-être bientôt petite analyse de Thor 4 qui sort bientôt. Oh là, oh là. Ça va être le gros morceau des vacances. Ça. Il y a des paillettes là-dedans aussi. Ouais, c'est un peu camp. Hein. Depuis le 3, il y a quelque chose quand même. Hein. Ouais. Il a un côté camp, Waititi. Avec Jeff Goldblum en doré là, c'est complètement ça, camp. C'est ça, en fait. Donc sur Twitter, c'est @philopoulpe, je me trompe pas. @philopoulpe. Excellent. Raph, à part en concert incognito, on te voit où? Incognito, donc vous me trouverez pas, mais sinon C'est vous ça. pouvez me suivre sur Twitter @Raphaël Jodon. Et puis c'est tout. Voilà. C'est déjà beaucoup. Et toi, Robin? Ah bah moi vous pouvez écouter tous les mardis de 10h30 à midi à l'heure québécoise ou alors en réécoute sur vos applis de balado préférés. Mon émission qui s'appelle C'est un tube, on parle chansons. Moi j'aime le cinéma et les chansons. C'est bien, on en a parlé beaucoup aujourd'hui de musique. Pas mal, ouais. C'est un peu paillette les chansons. C'est feel good. En tout cas, ouais, je suis là tout l'été encore et puis sans doute pour longtemps sur CISM 89.3 à Montréal. Eh ben merci. Hey, on a de quoi faire pour les vacances, puis on est de bonne humeur maintenant. Franchement, ouais. Donc nous, on se retrouve à la rentrée normalement. Hein. Prochain épisode d'une Invention sur l'avenir, on va faire une petite pause. Ouais. Mais c'est clair que au moins là, on finit, on est de bonne humeur par rapport à d'autres fois. Franchement, c'est grâce à toi, Mylène. Mylène, t'as vraiment vu des paillettes dans l'émission. Et les couleurs. Ça me fait plaisir. Et puisqu'on termine la saison, Raph, il serait de bon ton de remercier les chroniqueurs et chroniqueuses qui ont été avec nous toute la saison. Eh ben oui, on a eu une grosse année avec plein d'invités différents, donc merci à tout le monde. Merci à vous trois qui avez été là ce soir, et puis n'hésitez pas à suivre évidemment nos autres chroniqueurs et chroniqueuses. Clémentine de la chaîne Cinéma et Politique, Sam de Vidéodrome, Amélie des Intergalactiques qui est venue faire une émission au printemps, c'était hyper cool, Judith de Demoiselles d'horreur, et puis bien sûr Mathieu, Cédric et Aurel qui sont venus un paquet de fois discuter avec nous aussi, donc voilà, on espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre tous et toutes la saison prochaine. Ben oui. Eh ben, on vous envoie du love, des paillettes, des chansons, des licornes, des slashers aussi, quelques-uns. Des slashers avec des licornes. C'est ça, slashers, licornes. Et puis, on vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Et on sait que c'est difficile de réunir notre équipe de profs au mois de septembre, mais on va faire l'effort. On va essayer de pas trop traîner avec la rentrée, en tout cas. Après, la rentrée, c'est large, quoi. C'est ça. On peut aller jusqu'à début octobre sans trop de difficultés. C'est ça. Thématique, les films de profs, tu sais. Oh non. On a plein d'idées. C'est beau. Et merci à tous et à toutes d'avoir été autour de la table au micro. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, @sansavenir_pod. On est aussi sur Facebook et Instagram. Merci. Salut tout le monde et bonnes vacances. Salut à tous. Bye. Salut. Ciao. Demain, si vous voulez pas avoir tous les soirs des programmes américains, des programmes japonais, bientôt des programmes sud-coréens, eh bien, il faudra qu'on arrive à avoir une production française. Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ségolène Royal. Là-bas, c'est bien nul, ça.